Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 211, punir Kuroka et la situation en Roumanie. Monde humain, Japon, QO. Une sortie scolaire? Demanda James en plissant les yeux. Une sortie scolaire sur le territoire des TEP, ça paraît un peu improbable, tu ne trouves pas? Je sais, n'est-ce pas, Nia, dit Kuroka en souriant. On allait en Roumanie juste pour essayer un nouveau restaurant. Mais on s'est perdu et il s'est passé des choses comme ça, Nia. En entendant cela, non seulement James, mais toute la salle fixa Kuroka d'un regard vide. Finalement, tous les regards rivés sur elle, même Kuroka sentit une sueur froide lui perler au front. Soupir, Minou, laisse-moi te donner un exemple de punition pour un chat méchant, dit James en secouant la tête. Kuroka était perplexe face aux paroles de James. Elle le fut encore plus lorsque Koneko acquiesça résolument et descendit des genoux de James. Lorsqu'elle se retrouva allongée face contre terre sur les genoux de James, elle ne comprit pas comment elle était arrivée là. À quelle vitesse, pensa Kuroka. Je ne me souviens même pas d'avoir été arrêtée ici. Qu'est-ce que tu fais, Nia, demanda Kuroka en luttant pour se lever des genoux de James. Comme je l'ai dit, les chats méchants doivent être punis, répondit James avec un sourire. Puis il leva la main. Regarde bien, Minou. Frappez. Nia, hurla Kuroka tandis que James posait sa main sur son dos. Arrête. Sandwich. Nia, hurla Kuroka à nouveau. Tu ne t'en tireras pas en m'humiliant ainsi. Si tu ne veux pas être puni, tu ne devrais pas être méchant et me mentir comme ça, dit James en souriant. Crois-moi, Kuroka, ça me fait bien plus mal qu'à toi. Waouh, je parie qu'il attend cette phrase depuis des années, dit Léona en souriant. Je l'ai dit plusieurs fois quand j'ai dû le frapper quand j'étais enfant. Une fois de plus, tout le monde les fixa. Au lieu du regard de Kuroka, cette fois, ce fut celui de Léona. Cependant, Ria et Sona levèrent rapidement les yeux au ciel après avoir repris leurs esprits. C'est bon, dit Ria. À chaque fois que James était frappé, ça lui faisait plus mal qu'à toi, tante Léona. Sérieusement. Sona se joignit à la conversation. Si je me souviens bien, les seules fois où il a reçu une fessée, c'était après s'être rappelé qu'il ferait mieux de pratiquer son exercice de maîtrise de l'énergie dehors. Ah. Regarde l'heure. Commençons à jouer à DOA maintenant, dit Léona, l'air gêné. Comme l'avaient dit Ria et Sona, Léona ne frappait jamais beaucoup James quand il était enfant. En fait, il n'y avait aucune raison à cela. Cependant, elle était assez gênée de mettre constamment le désordre dans la maison en pratiquant la méthode de contrôle de l'énergie inventée par James. De plus, James s'entraînait à ses côtés et ne mettait jamais le désordre. Alors, quand James le lui faisait remarquer, avec ce sourire malicieux qu'il avait développé au fil des ans, elle s'emportait un peu et le punissait de l'avoir embarrassé. Tandis que la plupart des gens dans la foule écoutaient la conversation entre Léona, Ria et Sona, deux filles regardaient Kuroka avec envie. Il s'agissait bien sûr d'Akeno et d'Ayam. Zut, pourquoi James garde-t-il tout le plaisir pour lui, pensa Akeno. Moi aussi, j'ai envie de la fesser. Ce serait amusant de la tourmenter un peu. Ce satané chat a tellement de chance, pensa Ayam en se tortillant. Moi aussi, je veux être puni par James-sama. Tandis que tout le monde dans la pièce parlait, écoutait ou rêvassait, Kuroka ne supportait plus les coups. De plus, elle commençait à trouver la douleur légèrement agréable. Et cela l'effrayait. D'accord, arrête, cria Kuroka. Je vais te dire la vérité. À ce moment-là, la main de James redescendit. Mais lorsque Kuroka annonça qu'elle dirait la vérité, James arrêta sa main à moins d'un centimètre, environ 2,5 cm, de ses fesses. Même, gémit Kuroka. Bien que James ne la frappe pas, le souffle produit par son mouvement effleura la peau douce des fesses désormais rouges de Kuroka. Et cette stimulation suffisait à la faire gémir de plaisir. Naturellement, lorsque Kuroka gémit, tout le monde cessa ses activités. Cependant, Ayam la fixa avec encore plus d'intensité. La vue de la marque rouge sur les fesses de Kuroka la rendit encore plus jalouse. Ayant arrêté sa main, James sourit et sa main se mit à briller d'une lumière rose foncée. Puis, utilisant son Kido guérisseur, qui ressemblait davantage à la technique de la paume mystique de Naruto, James commença à frotter les fesses rouges et gonflées de Kuroka. Bien sûr, Kuroka étouffa un autre gémissement tandis que ses bleus et ses bosses guérissaient. Écoute, tout cela aurait pu être évité si tu m'avais dit la vérité dès le début, dit James avec un sourire. Tu es une brute, Nia, grommela Kuroka, le visage rouge. Une fois Kuroka guérie, James la rassit. Elle se pencha donc à nouveau vers lui sans perdre de temps. Je n'aime pas être fessée, je suppose, pensa Kuroka en se frottant contre James comme pour marquer son territoire. Ton côté dominant ne me dérangeait pas du tout. Faire des chatons avec lui ne serait pas si mal. Alors, es-tu prêt à nous dire ce qui se passe vraiment, demanda James. Sur ce, tout le monde tourna son attention vers Kuroka, tandis que Koneko remontait sur les genoux de James. Soupir. Bien, dit Kuroka, exaspéré. Avant de commencer, connais-tu le nom complet de Vali? Oui, c'est Vali Lucifer, répondit James. Azazel nous a dit plus tard qu'il avait triché. C'était aussi la seule raison qui le poussait à collaborer avec la faction du vieux Satan, poursuivit Sonia.
Toute autre raison n'aurait aucun sens. Sérieusement, ajouta Ria. Il déteste les demi-démons encore plus que les anciens membres du Conseil du Diable. Bref, nous avons appris que le grand-père de Vali, Rizvim Livan Lucifer, a été repéré sur le territoire de Tep, dit Kuroka en secouant la tête. Alors, quand Vali a appris cela, il s'est précipité sur le territoire de Tep. On dirait Vali, dit James avec un sourire ironique. Alors je suppose que son grand-père l'a tabassé, hein? James, le langage, dit Léona d'un ton sévère. Kuroka hocha la tête en réponse à la question de James. Puis, elle rit lorsque l'empereur Dragon Rouge fut réprimandé pour son langage grossier. Mais tu as raison, dit Kuroka en baissant la tête et les oreilles. C'est Rizvim qui a gravement blessé Vali. Il possède un pouvoir que Vali ignorait. Oh, qu'est-ce que c'est? Demanda James avec curiosité. Annulateur d'équipement sacré, répondit solennellement Kuroka. Quand Vali l'a contacté, sa cotte de maille a tout simplement disparu. Cela pourrait être problématique, dit James en se caressant le menton pensivement. Tu n'as rien à craindre, mon disciple, dit calmement Skatash. Une fois que tu auras atteint le rang de Dieu primordial, en tant que fils de Lucifer, il ne sera plus de taille à te battre. Attends, j'avais oublié qu'il était au rang de Dieu majeur, dit James, les yeux écarquillés. Vali est-il déjà passé au rang de Dieu inférieur? Ah. Non, Nia, dit Kuroka en détournant le regard. Quel genre d'idiot est-il? Demanda James d'un ton exaspéré. S'il veut diriger une équipe, il doit se ressaisir. Il aurait pu tuer toute son équipe. Au lieu de chercher des excuses auprès de Vali, car cela impliquerait de lui révéler son passé, Kuroka décida de garder le silence. Puis, elle se souvint d'autre chose. Ah oui, nous avons kidnappé l'actuel chef de la faction Tep, dit Kuroka, la poitrine bombée de fierté. Pourquoi sembles-tu si fier d'avoir commis un crime, Nisama? Demanda Koneko. Parce qu'il faisait des expériences sur elle, Nia, répondit Kuroka. C'est la détentrice du Graal de Sephiroth, et il l'utilisait pour ressusciter des dragons maléfiques. Le Graal Sephiroth, l'un des 13 engrenages sacrés de classe Longinus. Cet engrenage sacré permet à son porteur d'entrer en contact avec les principes mêmes de la vie. Malheureusement, une utilisation excessive de cette capacité entraîne souvent une détérioration de la santé mentale de son utilisateur. La dame a mentionné que les Tep étaient attaqués par une meute de dragons, dit James. C'est donc de là qu'ils venaient. De plus, ils avaient déjà ressuscité Grandel, Azida Aka, Ladon et Apophi, a déclaré Kuroka. Il y a beaucoup de travail devant nous, a déclaré James. Je n'ai pas hâte. Le pire, c'est que Rizvim est complètement fou. Il aime faire le mal pour le plaisir de faire le mal. Du moins, c'est ce que disent les archives. Ce n'est pas la chose la plus importante à faire pour l'instant, dit Sona. Nous devons immédiatement signaler cela aux enfers et à l'alliance des 3 factions. Soupir. Je sais que tu as raison, dit James en souriant. Mais je pense qu'on devrait attendre l'arrivée des Shuzen. On aura alors plus d'informations à leur donner. Le groupe commença donc à jouer à des jeux vidéo ou à discuter en attendant l'arrivée de Dante et Lady avec le clan Shuzen. Finalement, un cercle magique de téléportation illumina un coin de la pièce. Et comme tout le monde s'y attendait, Dante et Lady étaient accompagnés des 3 sœurs Shuzen et de leur père. Cependant, ils ne s'attendaient pas à la présence d'une femme blonde aux yeux bleus qui se tenait entre eux. Nous sommes enfin de retour, dit Dante d'un ton fatigué. Ces dragons étaient fous, surtout ce satané Grandel. Tu n'aurais jamais eu à le combattre si tu avais traité cela comme une mission furtive, dit Lady avec irritation. Si j'avais attendu comme tu le souhaitais, nous n'aurions jamais pu retrouver le Shuzen, dit Dante d'un ton tout aussi irrité. De plus, le vieil homme serait mort. De toute façon, ça ne vous aurait pas fait de mal d'entrer un peu plus calmement, répondit la dame. Écoutez, madame, ne me dites pas comment faire mon travail, dit Dante à voix basse. Eh bien, peut-être que si tu n'étais pas terrible, je ne te dirais pas comment le faire, dit la dame. Tandis que Dante et Lady continuaient de se disputer, les vampires derrière eux étaient complètement désemparés. Ils savaient qu'ils avaient été téléportés hors de Roumanie. Cependant, ils n'étaient sûrs de rien d'autre. Au moins, ils savaient qui ils étaient censés rencontrer. Le lieu de rendez-vous, en revanche, restait un mystère pour eux, car Dante et Lady ne purent s'empêcher de se disputer suffisamment longtemps pour les en informer. Putain, dit Seu Chulin, exaspéré. Est-ce que vous auriez un jour l'occasion de faire l'amour? Si vous pouviez couper court à la tension sexuelle entre vous, ces disputes ne seraient pas aussi incontrôlables. Dès que Seu Chulin eut ouvert la bouche, Tsubaki tourna brusquement la tête vers lui. Malheureusement, elle savait qu'il était trop tard pour l'arrêter. Alors, lorsqu'il cessa de parler, elle ne put que se couvrir le visage de ses mains. Qu'est-ce que tu as dit? Demandèrent simultanément Dante et Lady. Comme si j'allais coucher avec cette idiote garce. La drogue, dit James. Les choses ont empiré. Bref, Moka, pourrais-tu emmener ta famille et l'autre fille se nettoyer? Bien qu'elle ne soit pas disposée à s'associer avec son père après avoir entendu qu'il voulait la sacrifier pour réveiller tout le pouvoir d'Alucard, Moka fit ce que James lui avait demandé. Qui traites-tu d'idiot ou de garce? Crièrent à nouveau Dante et Lady à l'unisson. Soupir, lancé, c'est toi qui as mis le bazar, dit James sans regarder Seu Chulin. Alors, nettoie tout. Et comment veux-tu que je fasse ça? Demanda Seu Chulin en fronçant les sourcils. Honnêtement, je m'en fiche, répondit James.
Mais tu étais chargé de les empêcher de se disputer. Soupir, peu importe, répondit C.U. Chulin à l'ordre de James. Puis il reporta son attention sur Dante. Dante, arrête de te plaindre. On a besoin d'un rapport de mission. Personne n'a envie de t'entendre pleurer. Qu'est-ce que c'était demanda Dante en tournant la tête vers C.U. Chulin. On dirait que quelqu'un veut de nouveaux trous. Si tu n'as pas peur d'un autre coup de pied au cul, pourquoi ne viens-tu pas avec moi à la salle d'entraînement? Voyons voir qui se fera tabasser, dit Dante en commençant à marcher vers l'ascenseur. Soupir. Un de ces jours, j'apprendrai à me taire, dit C.U. Chulin en suivant Dante. Ouais, j'en doute sérieusement, dit James en choisissant son personnage avant de partir avec sa mère. Bon, maintenant que tu es calme, je vais te montrer comment jouer à ce jeu, maman. Chapitre 212, à la rencontre des vampires. Monde humain, Japon, Kuo. Après avoir expulsé les Shuzen, James et le reste du groupe, à l'exception de C.U. Chulin et Dante, continuèrent à jouer à des jeux vidéo ou à discuter et à regarder. Finalement, Moka revint les rejoindre. Puis, environ une demi-heure plus tard, les Shuzen et la jeune fille inconnue revinrent. Bien que le groupe ait déjà rencontré Akua et Kalua, les trois autres visages étaient inconnus pour la plupart d'entre eux. Ils pouvaient pourtant deviner qui étaient deux des trois visages inconnus. Le premier, un bel homme d'âge mûr, aux cheveux noirs mi-longs, aux yeux rouges perçants et à la barbe courte et soignée. Le second était une belle jeune femme à la peau claire, aux yeux verts et aux cheveux roux attachés en épaisse queue de cheval par des rubans rouges noués en nœuds. J'ai déjà rencontré Akua et Kalua Shuzen, dit James après l'entrée du quintet. Et à en juger par ce que Moka m'a raconté au fil des ans, vous devez être Issa et Kokoa Shuzen, non? C'est exact, dit l'homme d'âge moyen. Je suis Issa Shuzen, chef du clan Shuzen et père d'Akua, Kalua, Moka et Kokoa. En se présentant, Issa en profita pour présenter Kokoa, qui ne prêta aucune attention à James. Au lieu de cela, Kokoa fixa Moka du regard, comme si elle voulait la brûler. Lorsque Moka disparut après avoir été poursuivie par les autres membres de la faction Tep, Kokoa eut le cœur brisé. D'autant plus que Moka ne l'avait pas emmenée avec elle. Malheureusement, je ne sais pas qui vous êtes, mademoiselle, dit James en se tournant vers le dernier membre du quintet. Pourriez-vous vous présenter? Eh bien, puisque vos subordonnés ont eu la gentillesse de me sauver de cet enfer, je suppose que ce n'est pas trop demandé, dit fièrement la belle blonde. Vous pouvez m'appeler Evangeline. Mon nom complet est Evangeline Aka McDowell. Evangeline, une belle femme aux courbes généreuses mesurant environ 1,64 m, 5 minutes 6 secondes, avec de longs cheveux blonds platine et des yeux bleus, vêtue d'un tailleur féminin avec un pantalon au lieu d'une jupe, se tenait fièrement debout lorsqu'elle s'est présentée. Eva, c'est tellement mignon quand tu fais semblant d'être une adulte, dit Kalua en souriant et enlaçant Evangeline. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de faire semblant et ne reprends-tu pas ta vraie forme? Lâche-moi, s'écria Evangeline. Et combien de fois devrais-je te le répéter? Ne m'appelle pas Eve. Et pourquoi racontes-tu mes secrets devant des inconnus? Naturellement, la plupart des témoins de l'interaction entre Kalua et Evangeline étaient perplexes. Cependant, Moka décida de dissiper cette confusion. Evangeline n'est pas née vampire, dit Moka, attirant l'attention de tous les démons. Au contraire, elle est devenue vampire vers l'âge de 10 ans. Je vois, répondit Skatash. Comme Skatash, James, Ria, Sona, Akeno, Tsubaki et Mizor comprirent ce que cela signifiait grâce à la brève explication de Moka. Le reste du groupe, y compris Léona, était encore complètement perdu. Que vois-tu? Demanda Shuna. C'est très simple, en fait, répondit James. Les vampires nés naturellement de deux parents vieillissent et mûrissent de la même manière que la plupart des espèces surnaturelles à longue durée de vie. Cependant, les vampires qui deviennent des vampires d'autres races cessent de vieillir et restent dans l'état où ils étaient lors de leur transformation. Grâce aux explications de James, tout le monde comprit enfin. Puis, tous tournèrent leur attention vers Evangeline, curieux de voir à quoi elle ressemblait dans sa vraie forme. Oh, pour l'amour de... dit Evangeline, exaspérée. Si je reviens, me laisseras-tu partir? Probablement, dit Kalua en inclinant la tête d'un air mignon. Mais je n'en suis pas sûre. Tu étais si mignonne enfant, alors j'aurais peut-être envie de te câliner un peu plus longtemps. Isa Shuzen, dit Evangeline d'un ton impassible. Fais quelque chose à ta fille. Sinon, je te maudirai dans ton sommeil. N'oublie pas, j'ai déjà une partie de ton sang. Soupir. Si je pouvais, je le ferais, dit Isa. Mais tu sais comment elle est, quand elle a une idée en tête, elle est têtue comme une mule. Evangeline leva simplement les yeux au ciel face à la réponse évasive d'Issa. Cependant, elle comprit que les chances de Kalua de la libérer augmenteraient si elle abandonnait sa transformation. Soudain, Evangeline commença à rapetisser, ses traits rajeunirent et sa coiffure se transforma en une double couette. De plus, ses vêtements adoptèrent un style gothique Lolita. Eva, tu es si mignonne, s'écria Kalua, prête à serrer à nouveau Evangeline dans ses bras. Lorsqu'elle tenta de serrer Evangeline dans ses bras, Kalua manqua sa cible. Lorsqu'elle réalisa qu'Evangeline avait disparu, la confusion se lut sur son visage. Le reste de la famille Shuzen était également perplexe. Ils ignoraient comment Evangeline avait réussi à échapper à Kalua. Tu es absolument adorable, s'écria Léona, Evangeline dans ses bras.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? S'exclama Évangeline, perplexe, en regardant l'inconnu qui la serrait dans ses bras dans un coin de la pièce. PFF. Elle n'utilise Flash Step que pour ce genre de choses, dit James en apparaissant derrière Léona. Après avoir fini de parler, James prit Évangeline des bras de Léona et la déposa par terre. Puis il attrapa sa mère par le col, comme un chat surpris en flagrant délit, et retourna vers le canapé où ils étaient assis. James, laisse-moi partir, dit faiblement Léona. Elle est aussi mignonne que Kuno. Oui, je suis d'accord. Mais tu la contraries, dit James d'un ton exaspéré. Contrairement à ce que son apparence pourrait laisser penser, c'est une femme adulte. Et elle mérite d'être traitée comme telle. Soupir. Je sais, répondit Léona. Mon instinct a pris le dessus. Après que James et Léona se soient assis, James a commencé à présenter les vampires à tout le monde. Après les présentations, l'attitude amicale de James a disparu. Issa Shuzen, si Moka ne m'avait pas demandé de te garder en vie, je t'aurais arraché la tête dès ton arrivée chez moi, dit James, les yeux plissés. Mais puisqu'elle veut savoir pourquoi tu as accepté de la sacrifier, je te laisse la parole. Plus James parlait, plus son aura se perdait. Heureusement, il avait suffisamment de contrôle pour éviter de blesser les personnes de son côté de la pièce. Malheureusement, les vampires n'eurent pas cette chance. Immédiatement après avoir senti le pouvoir de James, Cocoa fut mise à genoux. Moins de 30 secondes plus tard, Akua et Kalua furent également mises à genoux. Finalement, Issa, bien que libre de ses mouvements, se mit à trembler, incapable de résister à la puissance libérée par James. Comment quelqu'un d'aussi jeune peut-il être aussi puissant, se demanda Issa en faisant de son mieux pour rester debout. Ton aura. Pendant ce temps, Évangeline, laissée dans un coin, à l'écart du reste de la famille Shuzen, n'était pas affectée par l'aura de James. Cependant, en tant que personne d'un niveau divin inférieur comme Issa, elle comprenait la puissance du jeune homme en face d'elle. Quel genre de monstre est ce garçon, pensa Évangeline en regardant James avec intrigation. Je n'ai jamais eu l'intention de sacrifier. Moka, dit Issa, luttant pour parler. Ne mens pas, s'écria Moka avec indignation. Je t'ai entendu en parler avec Marius. Vous aviez prévu de me sacrifier pour redonner à Alucard toute sa force. Est-ce que tu penses que tu aurais pu écouter si je ne te l'avais pas permis, demanda Issa. Avec cela, James soulagea la pression sur le Shuzen. Je savais que tu étais proche et à portée de voix, dit Issa après avoir pris une grande inspiration une fois la pression retombée. Alors je me suis assuré que tu avais un chemin libre hors du territoire de Tep. Sinon, comment crois-tu, alors que tu étais au niveau intermédiaire, avoir pu sortir aussi facilement du monde extérieur? Sur ce, Moka s'arrêta pour réfléchir. Elle comprit que ce qu'Issa avait dit était vrai. Tant qu'elle n'avait pas pris ses distances avec le territoire de Tep, elle n'avait rencontré aucun vampire hostile et n'avait pas retardé sa fuite. J'avoue, c'est logique, dit James tandis que Moka repensait au jour de son évasion. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as envoyé tes autres filles la sauver 3 ans plus tard. C'était un peu plus compliqué, dit Issa en secouant la tête. Pendant près d'un siècle, Marius a travaillé avec un homme, un démon, nommé Euclide Lucifuge. Attends, il devrait être mort, dit Ria, interrompant l'explication d'Issa. Il a été déclaré mort au combat pendant la guerre civile du diable. Je suis sûr qu'il est vivant et en bonne santé, dit Issa. Je l'ai rencontré plusieurs fois avant la guerre de sécession. J'ai donc su que c'était lui au premier regard. Bon sang, il y a beaucoup de choses à signaler à Big Brother, dit Ria d'un ton exaspéré. Et Alucard, demanda James. Comment a-t-il été ranimé? Marius a utilisé le Graal de Séphiroth de Valérie pour le ranimer. Cependant, il semble qu'il ne puisse y avoir qu'un seul vampire Shinso à la fois. Alucard a donc été grandement affaibli après sa résurrection. Soit cela, soit la résurrection était incomplète, a ajouté Skatash. C'est aussi possible. Issa hocha la tête. Nous n'étions pas vraiment compétents dans l'utilisation du Graal Séphiroth. Excusez-moi, dit Gaspé, interrompant la conversation après un léger silence. Vous avez parlé de Valérie. Vous voulez dire Valérie Tep? Après que Gaspé eut posé sa question, il était évident qu'il était extrêmement nerveux. Pourtant, il regarda Issa avec détermination. Si Issa répondait positivement, Gaspé saurait non seulement que Valérie était toujours en vie après l'avoir aidé à s'échapper de la faction Tep, mais il saurait aussi où elle se trouve. Je vois, dit Issa après avoir examiné Gaspé un moment. Alors, tu es le vampire que Valérie a aidé à s'échapper de la faction il y a des années. Et oui, voici Valérie Tep. Elle est devenue la matriarche de la famille Tep après que Marius a tué son père. Mais pourquoi l'aurait-il nommée matriarche, demanda Sona. Les vampires sont des suprématistes du sang pur, encore plus puissants que les démons. Je suis presque sûr que cela avait quelque chose à voir avec Euclide Lucifuge, déclara Issa en réponse. C'est probablement parce qu'elle possédait un longinu, a ajouté Ria. Est-ce vraiment important, demanda James, mettant fin à la conversation. Même si elle était chef de famille, ils l'utilisaient quand même dans leurs expériences. Quand James eut fini de parler, il s'attendait à une gifle de sa mère pour son langage si imagé. Cependant, la gifle qu'il attendait ne vint pas. Au lieu de cela, lorsqu'il regarda Léona, il la vit bouillonner de colère. Finalement, tous les autres présents percevirent l'intention meurtrière de Léona.
Bon sang, je suppose que le tourment d'un enfant ou d'un jeune homme a fait basculer l'interrupteur de maman, se dit James. Et comme James s'y attendait, Léona le regarda avec une expression solennelle sur son visage. James, je me fiche de ce qu'il en coûte, dit Léona d'un ton lourd. Mais le frère de Greffia devra payer pour ça. Ne t'inquiète pas, maman, dit James calmement. D'abord, je n'avais pas l'intention de le laisser s'en tirer comme ça. Lui et son ami Rizvim paieront. Hochant la tête de satisfaction face à la réponse de James, Léona commença à s'éloigner de ses intentions meurtrières. Cependant, avant que tout le monde puisse pousser un soupir de soulagement, une autre voix retentit. Devrais-je battre Rizvim demanda Ophi en penchant la tête, un biscuit au coin de la bouche. Il faisait partie de la brigade du chaos. En entendant cette voix, les vampires regardèrent la petite fille qu'Ophi prenait pour cible. Qui est cette adorable petite fille demanda Kalua, les yeux pleins d'étoiles. J'ai vraiment envie de la serrer dans mes bras. Oh, voici le dieu dragon infini, le dragon Ouroboros, Ophi, répondit James avec indifférence. En entendant cela, Akua, Kokoa, Issa et Evangeline se figèrent. Kalua, quant à elle, pencha la tête en continuant de fixer Ophi. Alors, je peux te prendre dans mes bras ou pas demanda Kalua d'un ton confus. À ces mots, Akua, Moka et Kokoa soupirèrent. Elles n'en attendaient pas moins de leur sœur. Issa, quant à lui, lança un regard sévère à Kalua, tandis qu'Evangeline doutait de son attitude agressive. Cependant, avant que quiconque puisse répondre à la question de Kalua, la sonnette retentit. Sonne, sonne. Bon, laissons cette conversation de côté, dit James en se levant du canapé. Je vais inviter notre invité à entrer. Chapitre 213, Irène Belserion. Monde humain, Japon, Kuo. Après avoir sonné à la porte, James se dirigea vers l'entrée principale du manoir. À son arrivée, il ouvrit sans tarder. Il vit une grande et belle femme aux longs cheveux écarlates tressés, à la peau claire et aux yeux marrons, les lèvres charnues maquillées de rouge à lèvres écarlates. Sur sa silhouette voluptueuse, elle portait une robe de sorcière modifiée, avec une large fente en losange qui dévoilait sa poitrine, une fente en cœur qui exposait son nombril et la majeure partie de son abdomen, et de hautes fentes qui mettaient en valeur sa poitrine, des bottes à talons hauts et le haut de ses cuisses. Sur la tête, elle portait un chapeau de sorcière noir à bords blancs et moelleux. Après avoir vu cette femme, James, comme la plupart des hommes, fut momentanément fasciné. Cependant, avant qu'il puisse se ressaisir, la voix de Dreg le perturba violemment, résonnant dans sa tête. Cette femme n'est pas une mage qui s'intéresse aux dragons, dit Dreg, choqué. C'est un dragon. Naturellement, James fut surpris par la déclaration de Dreg. Cependant, il ne laissa pas transparaître sa surprise sur son visage. Au contraire, il se ressaisit. Salut, dit James en souriant. Tu dois être Irène Belserion. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si tôt. Bref, je suis James Alavru. Enchanté. Comme James l'avait dit, il avait prévu ces deux rendez-vous vers midi. Or, il n'était guère plus de 10h30. En fait, l'arrivée d'Irène si tôt pouvait être considérée comme impolie. Oui, je suis arrivée plus tôt que prévu, répondit Irène. Et je ne serais pas surprise que Dreg ait déjà révélé que je suis un dragon. Le genre pragmatique, hein? James haussa les épaules. Je comprends. Bref, pourquoi n'entres-tu pas? Après qu'Irène eut acquiescé, James se retourna et la conduisit à l'intérieur. Cependant, avant qu'elle ne puisse aller trop loin, James l'arrêta. Bien qu'il s'agisse d'un manoir occidental, nous suivons la coutume japonaise de ne pas porter de chaussures à l'intérieur, a déclaré James, en désignant le porte-chaussures à côté de la porte d'entrée pendant qu'il parlait. Déterminée à ne pas faire de scène, Irène utilisa la magie et troqua ses chaussures contre une confortable paire de pantoufles noires. Puis elle continua d'avancer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espérais qu'elle ne serait pas d'accord avec ça, dit James en secouant la tête. Je suis sûr qu'elle en a vu bien plus que toi, répondit Dreg. Elle connaît probablement déjà les coutumes de ce pays. Je pense que oui, répondit James. Quelques instants plus tard, James et Irène entrèrent dans la pièce. À leur arrivée, tous les regards se posèrent sur le nouveau venu. Soupir, je suis content qu'Issei ne soit pas là, dit Ria. Oui, cette femme est forte, dit Akeno. Elle pourrait le tuer si elle perdait le contrôle. En entendant ce qu'Irène identifiait comme étant Ria et Akeno d'après les informations reçues de la tour de l'horloge, Irène était perplexe. Bien qu'elle ait reçu des informations sur les 3 nobles diables résidant à Kuo, elle ignorait ceux qui ne l'intéressaient pas. Qui est-ce, Issei demanda Irène avec curiosité. Et pourquoi le tuerais-je? C'est mon pion, répondit Ria. Un diable réincarné avec Sacred Gear, Shadow Close. Et un pervers de haut niveau, a ajouté Koneko. En fait, même si tu le tuais 100 fois, la plupart d'entre nous s'en ficheraient. Mio se joignit à la conversation. En entendant toutes ces réponses, Irène regarda Ria avec une étrange lueur dans les yeux. La princesse de la maison Grémory aime-t-elle les jeunes hommes pervers comme celui-ci demanda Irène en souriant. La plupart des membres du groupe furent surpris par le ton provocateur d'Irène. Léona, quant à elle, éclata aussitôt de rire. Oh, j'aime ça, dit Léona. James voulait rire comme sa mère, mais il savait que s'il le faisait, Ria ne serait pas content. Et de par son passé, il savait qu'il était difficile de gérer un Ria malheureux.
J'espère que ce n'est pas le genre de gars qu'elle aime, répondit James en faisant tout ce qu'il pouvait pour ne pas éclater de rire. Sinon, nos fiançailles ne dureront pas très longtemps. Je vois, dit Irène en regardant James, décidant ensuite de laisser tomber le sujet. Après cela, James présenta Irène au résident du manoir. Cependant, il décida qu'il n'était pas nécessaire de la présenter au vampire. James conduisit ensuite Irène au 2e étage, où se trouvait sa chambre et son atelier. Quelques instants plus tard, James était assis avec Irène dans son atelier. Un mangaka, hein, demanda Irène en parcourant la pièce du regard. J'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'étais enfant, je me lassais vite des mangas auxquels j'avais accès, raconte James avec un sourire nostalgique. Et quand je me plaignais, Riri me disait que je devrais en créer un moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et quel âge aviez-vous quand vous avez eu cette conversation, demanda Irène, pleine de curiosité. 7 ans? Je crois, répondit James en penchant la tête d'un air pensif. Je crois que j'ai commencé à publier mes travaux à 8 ans. Même si elle n'aimait pas les mangas, les bandes dessinées ou autres, Irène était impressionnée par le jeune homme assis en face d'elle. Il est rare qu'on accomplisse quelque chose de sa vie si tôt. Bref, je crois qu'il est temps de se mettre au travail, dit James, tirant Irène de ses pensées. Pourquoi toi, un dragon se faisant passer pour un humain, voudrais-tu enquêter sur mon apparence de dragon? Soupir. C'est une longue histoire, dit Irène. As-tu entendu parler des anciens tueurs de dragons? Je ne serais pas surprise que tu ne le saches pas, Dreg. Oui, Skiadrom nous en a parlé une fois, répondit James avec indifférence. Il était mort avant d'exister, dit Irène, poursuivant ce qu'elle disait lorsque James l'interrompit. Attends, tu as dit que tu avais entendu ça pour Skiadrom? Il n'est pas mort? Oh, il est mort, non, répondit James. Mais Big G était plutôt cupide à l'époque. Il prenait les âmes des dragons les plus puissants et les mettait dans des engrenages sacrés. Eh bien, ça simplifie les choses. Irène hocha la tête. Il y avait un problème avec la magie du tueur de dragons, que les humains avaient apprise des dragons. Bien sûr que oui, dit James. La magie du tueur de dragons était trop puissante pour qu'il n'y ait aucun effet secondaire. Malheureusement, personne n'y a pensé à l'époque, dit tristement Irène. Et moi aussi, la première mage tueuse de dragons, j'y étais aussi. Bon sang, marmonna James en faisant le rapprochement. Donc, si un humain utilise trop la magie du chasseur de dragons, il se transforme en dragon, hein? C'est vrai, dit Irène en hochant la tête. À mesure que leur puissance grandissait, ils prenaient une apparence de dragon, expliqua Irène. Et à mesure qu'ils devenaient plus forts, leur apparence de dragon grandissait également. Jusqu'à ce qu'ils soient finalement transformés en dragon par leur apparence de dragon. Ça a dû être difficile pendant les émeutes des dragons, dit James, les yeux écarquillés. J'imagine ce que tu as enduré quand ton aspect dragon est devenu trop grand. Oui, répondit Irène. Mais je préfère ne pas entrer dans les détails. Je n'ai aucune intention d'espionner, dit James. Au fait, que veux-tu gagner exactement en étudiant mon aspect dragon? Je veux trouver un moyen de redevenir humaine, dit Irène. Je ne sais pas si c'est possible, mais ton aspect draconique est assez puissant pour commencer à te transformer en dragon. Cependant, tu dois encore changer. Je ne te ferai pas trop d'illusions, Irène Belserion, dit Dreg d'une voix qu'Irène pouvait également entendre. Nous avions l'intention d'échanger les organes internes de James avec ceux d'un dragon. Mais je suis sûre que ta race ne changerait pas pour autant. Je sais que je m'accroche à n'importe quoi, dit Irène en baissant la tête. Mais je dois essayer. Je ne peux pas la rencontrer si je ne peux pas redevenir humaine. Voyant la tristesse sur le visage d'Irène, James ne sut que dire. Ignorant ce qu'elle ressentait, il décida sagement de garder le silence. Lorsqu'Irène reprit ses esprits, elle remarqua que James la regardait avec inquiétude, une expression qui laissait entendre « je ne sais pas quoi faire ». Voyant cette expression sur son visage, malgré tout, elle rit doucement. Irène toussa bruyamment pour cacher son rire. Bref, je veux étudier ta forme de dragon et comment tu maintiens ton espèce originelle. Si j'arrive à comprendre ça, j'aurai peut-être une chance d'inverser ma propre transformation. Après avoir vu l'expression d'Irène plus tôt, James n'eut même pas le courage d'envisager de rejeter sa demande. Il commença donc à négocier les termes du pacte. Finalement, à peu près au moment où Irène devait apparaître, James et Irène parvinrent à un accord. Irène serait autorisée à étudier l'aspect dragon de James et son effet sur son corps physique. De plus, elle emménagerait dans le manoir et occuperait l'une des chambres d'amis du rez-de-chaussée. En échange, Irène enseignerait à James et Dreg la magie du chasseur de dragons et aiderait James à s'y entraîner. Très bien, ça va être intéressant, dit James en tendant la main droite vers Irène. J'ai hâte de travailler avec toi, Irène. Comme moi, répondit Irène en serrant la main tendue de James. Je me réjouis d'une collaboration fructueuse. Vous pourrez également observer 2 autres porteurs draconiques d'équipements sacrés, mais de moins près, pendant votre séjour ici, dit James après avoir lâché la main d'Irène. Nous avons aussi des autres Skiadrom et Vritra dans notre groupe. Mais je vous demanderai de ne pas tuer l'autre Skiadrom pour ses actes pervers. En entendant les paroles de James, Irène fut surprise. Elle ne s'attendait pas à rencontrer autant de personnes accompagnant les âmes de dragons morts depuis longtemps. Cependant, lorsqu'elle entendit la suite des paroles de James, son expression se transforma en confusion. « Attends, tu es sérieuse ?» demanda Irène.
Ce gamin peut-il être si mal? Tu n'as aucune idée, répondit James. Il n'ose pas tenter de toucher les filles. Mais il n'hésite pas à envahir leur intimité. Et son regard sera immédiatement attiré par la petite fenêtre de ton costume. Irène commença à regretter d'avoir choisi de vivre dans ce manoir. James pouvait percevoir cette pensée dans son expression. Ne t'inquiète pas, Yes ne vit pas ici, dit James en souriant. Il vit avec ses parents humains, puisqu'il est originaire de cette ville. Soupir. Je comprends, dit Irène avec un soupir de soulagement. Si vous pensez que son harcèlement sexuel est allé trop loin, n'hésitez pas à le punir, a déclaré James. Tant qu'il ne meurt pas ou ne perd pas un membre, la chasse est ouverte. En entendant cela, Irène sourit. Au même moment, dans sa chambre à la maison, Issei sentit un frisson lui parcourir le dos pour une raison inexplicable. Issei, dépêche-toi, cria Asia depuis l'autre côté de la porte de la chambre d'Issei. On devrait arriver au manoir avant midi. Je sais, Asia, répondit Issei, se débarrassant de ce sentiment. Je suis presque prêt. Pendant ce temps, de retour au manoir, James continuait. Et si tu penses que punir un pervers comme ça est indigne de toi, poursuivit James, tu peux me le dire. Je trouve que fesser ce type est très thérapeutique. J'y penserai, répondit Irène en souriant. Bref, je pense que je devrais me mêler aux autres résidents de la propriété. Après tout, vivre en harmonie serait la meilleure chose à faire. Je suis d'accord, dit James en se levant. Redescendons. Mon autre entrepreneur devrait bientôt arriver aussi. Chapitre 214, c'est une brocon, n'est-ce pas? Monde humain, Japon, Kuo. Peu après que James et Irène soient revenus dans la pièce avec le reste du groupe, la sonnette retentit à nouveau. Et comme la dernière fois, ce fut James qui répondit. Cette fois, cependant, Mysore décida de le suivre, pensant que son entrepreneur serait également présent. Comme il s'y attendait, lorsque James ouvrit la porte d'entrée, il vit un garçon et une fille. Le garçon, en comparaison, paraissait plutôt quelconque. Il avait des cheveux noirs courts qui couvraient son front d'une frange désordonnée et effilée, et des yeux bleus foncés profonds et sévères. Avec sa carrure athlétique et ses 180 cm, il dégageait une impression de confiance et de compétence. La jeune fille, quant à elle, incarnait la beauté. Comme le garçon avec qui elle était, elle avait les yeux bleus foncés. Ses cheveux noirs lui descendaient jusqu'en bas du dos, une frange lui couvrait le front et les sourcils, et une longue frange latérale lui descendait jusqu'à la poitrine. Ses traits, ses bras, ses jambes et le reste de sa silhouette généreuse étaient presque parfaitement symétriques. Zut, la photo jointe à la candidature ne rend pas justice à cette fille, pensa Mysore en examinant celle qu'elle soupçonnait d'être son entrepreneur, Shiba Miyuki. Avec un tel physique, je ne serais pas surprise que même James, entouré de beauté, soit captivé. Contrairement à ce que pensait Mysore, bien que le regard de James fût fixé sur Miyuki, il s'intéressait davantage à ses micro-expressions. Lorsqu'elle le regarda, elle fronça légèrement les sourcils. Sans savoir pourquoi, elle ne pensait pas que ce soit à cause de son apparence. On aurait dit qu'elle le comparait à quelque chose. Même si elle essaie d'être discrète, elle me jauge, pensa James. Mais pourquoi son regard passe-t-il sans cesse de moi à? Peu importe, je suis sûr que je finirai par comprendre. Bonjour, je m'appelle Shiba Tatsuya, dit le jeune homme après avoir observé un instant les deux personnes qui se tenaient sur le seuil. Et voici ma petite sœur, Miyuki. Nous sommes venus rencontrer James Alavru et Shirayuki Mysore, respectivement. Bonjour, dit la fille, Miyuki, en inclinant poliment la tête après la présentation de son frère. Eh bien, on dirait que vous êtes au bon endroit, devant les bonnes personnes, répondit James en souriant. Je suis James Alavru, le propriétaire de cette propriété. Et voici l'un de mes évêques. Shirayuki Mysore, dit Mysore, terminant la phrase de James. Enchanté de vous rencontrer tous les deux. Bref, maintenant que les présentations sont terminées, pourquoi n'entreriez-vous pas tous les deux, demanda James en s'écartant et en conduisant les frères Shiba chez lui. Hochant la tête en réponse, Tatsuya et Miyuki s'avancèrent et entrèrent dans la maison. Cependant, avant que James puisse refermer la porte derrière eux, il entendit un cri venant de la rue. Et, sans paix. On est là aussi, cria Issei, essayant d'attirer l'attention de James avant de fermer la porte. Oh, bon sang. Pensa James. Issei pourrait vraiment mourir aujourd'hui. Irène est au rang de dieu inférieur, tandis que Tatsuya et Miyuki sont respectivement au rang tardif et élevé. Soupirant à l'approche du trio composé d'Issei, Asia et Irina, James cessa de fermer la porte et la rouvrit. Puis, avec un sourire, il salua les nouveaux arrivants. Salut, Issei, dit James. Quoi de neuf? Asia, Irina, c'est toujours un plaisir de vous voir. Bonjour, Sanpé, répondit Irina avec son énergie habituelle. Bonjour, James Sanpé, répondit poliment Asia. Issei, cependant, ne prêta aucune attention à James. Son regard se concentra sur Miyuki, debout dans l'embrasure de la porte, chaussée de pantoufles. En voyant sa beauté et la silhouette de son corps, Issei faillit devenir fou. Bon sang, pourquoi maintenant, pensa James en voyant l'expression d'Issei. Je ne veux vraiment pas le voir mourir. Qu'est-ce que je peux y faire? Alors qu'Issei, Asia et Irina se dirigeaient vers la porte d'entrée, James se creusait la tête pour trouver un moyen d'avertir, ou du moins de séparer, Issei de Miyuki.
Ne connaissant pas Issei, James craignait que Miyuki ou Tatsuya ne le tuent s'ils étaient offensés par son inévitable harcèlement sexuel. Yudu, je te préviens, dit Misor avant que James puisse trouver une solution. Si tu fais tes tours habituels, tu risques de mourir aujourd'hui. En entendant Misor, Issei sortit de sa torpeur. Puis, en la regardant, il comprit qu'il s'agissait d'un véritable avertissement, et non d'une simple menace comme elle le prétend habituellement. Asia et Irina, quant à elles, étaient perplexes. Cependant, en voyant Miyuki, elles comprirent ce que Misor voulait dire. Elle était extrêmement belle et avait une silhouette magnifique. ISE, tu dois être poli, dit Irina. Ne cause pas d'ennui à James Sanpei et Misor-chan. Irina a raison, Issei, dit Asia en pinçant la peau de la taille d'Issei. Ne cause pas d'ennui. Aïe. Aïe. Asia. Asia-san. Asia-sama, pourrais-tu me laisser partir, demanda Issei d'un ton suppliant. Je n'ai encore rien fait. Pourquoi suis-je déjà puni? En franchissant la porte principale, Issei, Asia et Irina continuaient de se disputer. Pendant ce temps, Tatsuya et Miyuki les regardaient, perplexes. Aucun d'eux ne ressentait d'étrangeté lorsqu'Issei regardait Miyuki. En fait, cela arrive assez souvent. Il trouvait même plus anormal que le regard de James soit plus curieux que passionné. Bref, allons-y, dit James. Selon les termes de nos accords, nous pourrons nous voir plus souvent. Ensuite, je te présenterai aux autres résidents du manoir. C'est logique. Tatsuya hocha la tête. Ce serait merveilleux, répondit Miyuki avec un hochement de tête et un sourire. En voyant le sourire de Miyuki, même s'il n'était pas sincère, Misor, Issei, Asia et Irina furent stupéfaits. Pendant ce temps, James continuait d'observer les frères et sœurs. Il remarqua que l'attention de Miyuki, même lorsqu'elle semblait concentrée ailleurs, était toujours braquée sur Tatsuya. Oh, merde, pensa James. Je crois qu'elle est peut-être une broconde du niveau de ce rafale. Non, elle pourrait être encore pire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne franchisse une ligne à ne pas franchir. Alors que James réfléchissait à cela, Miyuki remarqua également que James la regardait. J'ai l'habitude que les hommes me regardent, pensa Miyuki. Mais la façon dont ils me regardent est différente. Il ne semble même pas se soucier de ma beauté. Au contraire, il semble chercher à voir plus profond. Mais, que veut-il? Un instant plus tard, Miyuki tremblait visiblement. Elle était surprise de trouver quelqu'un d'intéressant qui ne soit pas captivé par sa beauté. Non, ce n'est pas intéressant, pensa Miyuki en secouant la tête. Onisama est le seul homme dont j'ai besoin dans ma vie. Tous les autres hommes ne méritent pas mon temps. Mais bon, peut-être que je pourrais avoir mon premier ami, de ma vie. Miyuki secouait la tête d'un côté à l'autre tout en se disputant. Naturellement, Tatsuya remarqua son étrange comportement. Miyuki, ça va, demanda Tatsuya. Alors qu'elle était trop plongée dans ses propres pensées, Miyuki fut surprise d'entendre la voix de Tatsuya. Ne t'inquiète pas, Onisama, dit Miyuki avec un sourire. Un sourire sincère. Je vais parfaitement bien. Sur ce, tout le monde comprit l'étrangeté que James avait remarquée depuis leur arrivée. Naturellement, Issei fut le premier à en parler. Bonjour, Sanpei, dit Issei après s'être approché de James. Est-ce qu'elle? Probablement, répondit James. Mais ça ne nous regarde pas, tu sais. Oui, je sais, dit Issei d'un ton abattu. Mais c'est du gâchis. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, dit James en souriant. Tu n'as aucune chance, de toute façon. Oh, c'est nul, Sanpei, dit Issei. Tu ne sais pas. Bien sûr que oui, répondit James. Regarde-toi. Tu es un pervers enragé, obsédé par le voyeurisme. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas espionné. Dit Issei, essayant de se défendre. Des mois, interrompit James. Mais j'imagine que ce coup de pied au cul t'a fait oublier. Je suis surpris que tu aies essayé de m'espionner pendant que je séjournais dans le même hôtel. En entendant la conversation de James et Issei, Misor, Asia et Irina ne réagirent pas beaucoup. En revanche, Tatsuya et Miyuki étaient confus et un peu contrariés. Shireyuki-san, qui est ce dégénéré, demanda Miyuki en regardant Issei avec suspicion. Ah, voici Yudu Issei, répondit Misor d'un ton détaché. Il est membre de la pairie de Ria Gremory. À ce moment-là, James et les autres avaient déjà atteint le salon. Misor désigna alors Ria du doigt en expliquant l'identité d'Issei. Suivant le doigt de Misor, Miyuki et Tatsuya virent Ria parler à d'autres filles. Alors, la princesse Gremory aime les pervers, demanda Miyuki d'un ton plein de curiosité. Dès qu'il eut fini de parler, Léona éclata de rire. Irène, assise en face de lui avec Scatache, sourit également. C'est encore plus drôle parce qu'il a demandé avec une véritable curiosité dans son ton, a déclaré Léona, essayant de reprendre son souffle après avoir ri si fort. PFF. On m'a demandé 2 fois aujourd'hui si Issei m'intéressait, dit Ria en se tenant le front. Je regrette vraiment de t'avoir accepté dans mes rangs. Buchou, tu ne le pensais pas vraiment, n'est-ce pas, demanda Issei, l'air un peu blessé. Tais-toi, Issei, rétorqua Ria. Que pensera mon fiancé s'il entend ça encore et encore? Pendant ce temps, le fiancé de Ria, Jas, faisait de son mieux pour ne pas éclater de rire. Mon disciple, pourquoi ne défends-tu pas ta petite amie, demanda Scatache avec un sourire malicieux.
Merde, s'exclama James dans son esprit. Dès que Scatash a attiré l'attention sur lui, tout le monde a remarqué que les épaules de James tremblaient à force de rire. James, y a-t-il quelque chose que tu trouves drôle? Demanda Ria en se levant du canapé, la main gauche posée sur sa hanche gauche. Non, bien sûr que non, répondit James, incapable de cacher complètement son rire lorsqu'il fut obligé de répondre. Oh, vraiment, dit Ria, croisant les bras sous sa poitrine généreuse, la rendant plus prononcée. Naturellement, lorsque Ria croisa les bras, le regard d'Issei se posa sur sa poitrine. Cependant, avant qu'il puisse bien la voir, deux doigts touchèrent ses yeux. H. Mes yeux, hurla Issei de douleur. Sérieusement, Issei, dit James en secouant la tête. Et au moins la décence de ne pas mater ma fiancée quand je suis là. En voyant la vitesse de déplacement de James, Irene, Tatsuya et Miyuki furent stupéfaits. Même si Irene voyait bien que James était plus fort qu'elle, elle ne pensait pas qu'il la surpassait tant que ça. Tatsuya et Miyuki, en revanche, furent surpris. Étant bien plus faibles que James, ils ne percevaient pas sa puissance. Cependant, ils avaient entendu des rumeurs sur sa puissance. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi rapide. Bref, permettez-moi de faire les présentations, dit James avec un sourire, comme s'il ne venait pas de frapper Issei dans les yeux. Puis il s'approcha du canapé où étaient assises Ria et Sona et leur prit la main. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes deux charmantes amies, Sona Citri et Ria Gremory. Tandis que James lui tenait la main et la félicitait devant la foule, Ria oublia vite qu'elle lui en voulait de s'être moquée d'elle. Au même moment, Seu Chulin et Dante revinrent de la salle d'entraînement et remarquèrent les trois nouveaux venus. Cependant, ils décidèrent de ne pas attirer l'attention. Malheureusement, James n'avait aucune intention de les laisser seuls. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, voici mes chevaliers, dit James en désignant Seu Chulin et Dante. La réincarnation spirituelle du plus grand héros d'Irlande, Seu Chulin, est le plus jeune fils du plus grand traître des enfers, Sparda. Il s'appelle Dante. Après les présentations de James, Seu Chulin et Dante hochèrent la tête, s'assurant que leur regard ne s'attardait pas trop longtemps sur Miyuki. Alors, lequel d'entre vous a gagné la dispute? Demanda James. En réponse, Seu Chulin et Dante détournèrent le regard sans répondre. Intéressant, dit James en se caressant le menton. Alors, Seu Chulin a perdu la partie verbale tandis que Dante a perdu la partie physique? Comment as-tu pu le savoir en tournant simplement la tête? Demanda Evangeline d'un ton curieux. Ah, c'est simple, répondit James. Si Chulin avait tort, tout le monde le savait. Il n'y avait donc aucun moyen de convaincre qui que ce soit qu'il avait raison. Tous, sauf Issei, Asia, Irina, Irene, Tatsuya et Miyuki, hochèrent la tête, car ils avaient assisté à la déclaration qui avait lancé la discussion. Mais ils étaient curieux de savoir comment James savait que Dante avait perdu le combat. Et je savais que Dante avait perdu parce que si Lancé avait perdu, le maître aurait fait de sa vie un enfer pendant la semaine suivante, a poursuivi James. En effet, dit Scatash en hochant la tête. Si son disciple avait perdu contre quelqu'un de rang inférieur, ce serait dommage. Bref, maintenant que les présentations sont faites, Tatsuya, Miyuki. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'utilise vos prénoms. James s'interrompit au milieu de sa phrase en réalisant qu'il n'utilisait pas les noms de famille de ses frères et sœurs. Mais comme ils portent tous les deux le nom de Shiba, j'aurais été confus. Ça ne me dérange pas, dit Tatsuya sans trop changer d'expression. Si Onisama s'en fiche, moi non plus, ajouta Miyuki après son frère. Bien, répondit James avec un sourire. Alors, Tatsuya, pourquoi ne me suivrais-tu pas dans mon bureau pour qu'on discute de notre pacte? Miyuki, tu devrais suivre Misor pour faire de même. Sur ce, les frères et sœurs Shiba suivirent leurs futurs entrepreneurs à l'étage, là où ils négocieraient leurs accords. Pendant ce temps, tout le monde dans la pièce échangeait des regards. Finalement, Ria et Sona échangèrent un regard et parlèrent à l'unisson. Cette fille est une connasse, dirent Ria et Sona à l'unisson. Je le vois dans ses yeux. C'est comme celui de son grand frère, sa grande sœur. Chapitre 215, un défi d'entraînement. Mais d'abord, allumons le grill. Monde humain, Japon, Kuo. Après être retourné dans son atelier d'art, cette fois avec Tatsuya, James et Tatsuya n'ont pas perdu de temps pour entamer les négociations pour leur pacte. J'ai entendu dire que tu possédais une compétence appelée vision élémentaire, dit James, l'intérêt évident dans son ton. Je ne sais pas comment tu t'en es rendu compte, mais oui, répondit Tatsuya en fronçant légèrement les sourcils. Comme l'a dit Tatsuya, personne ne devrait connaître sa capacité vision élémentaire. Cependant, peu de gens savent que Tatsuya était un personnage d'un roman léger que James avait lu dans sa vie antérieure. Ce que James trouvait étrange, cependant, c'est que Tatsuya était censé venir de près de 100 ans dans le futur. Sérieusement, qu'est-ce qui arrive à ce monde? Se demanda James en écoutant la réponse de Tatsuya. Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune envie de te priver de ce pouvoir, dit James avec un geste dédaigneux. Je veux juste que tu me regardes de tes yeux tandis que j'essaie d'atteindre le niveau supérieur. Comme ça, tu pourras m'aider à mesurer mes progrès. Je vois, répondit Tatsuya. Je comprends qu'avoir un regard extérieur sur un problème puisse être utile. Exactement. James hocha la tête. Pour un démon. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres êtres, mais pour les démons, il faut intégrer plus profondément nos attributs pour accéder au rang de Dieu suprême. Intéressant, répondit Tatsuya.
Et tu comptes utiliser ma vision élémentaire pour voir à quel point tu as intégré ton attribut. D'accord, répondit simplement James. Mais je ne suis toujours pas sûr de ce que tu attends de ce pacte. Honnêtement, je t'ai choisi uniquement parce que tu es le plus proche du diable avec lequel Miyuki a choisi de faire un pacte, dit Tatsuya sans changer d'expression. Oh, zut, dit James en essayant de ne pas changer d'expression. Ton frère est une garce aussi. Alors que James maintenait le contact visuel avec Tatsuya, il sentit que quelque chose clochait dans son regard. Il commença alors à analyser toutes les micro-expressions de Tatsuya depuis son arrivée. Attends, il y a quelque chose qui cloche dans le comportement de ce gamin, pensa James. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais son manque d'émotion est plus flagrant qu'il n'y paraît. Eh bien, tu n'étais pas obligé de faire un pacte avec moi pour accompagner ta sœur quand elle viendrait travailler avec Mizore, n'est-ce pas, demanda James. C'est vrai, acquiesça Tatsuya. Cependant, j'ai aussi entendu dire que tu es un excellent combattant au corps à corps. Si tu es aussi bon que le disent les rumeurs, tu pourras m'aider à améliorer ma technique. Ah, alors tu cherches un partenaire d'entraînement, hein, dit James avec un sourire affamé. Si tu voulais jouer, tu aurais dû le dire. À la surprise de James, Tatsuya afficha un sourire similaire au sien. Puis il reprit la parole. Bien, dit Tatsuya. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de mon âge capable de me suivre au corps à corps. Ce n'est pas comme s'il manquait d'émotions, pensa James en observant Tatsuya. On dirait qu'on refoule tes émotions. Je sais que sa mère a refoulé la plupart de ses émotions dans le roman. Mais je ne sais pas si c'est le cas dans ce monde. Bon, puisque je compte m'entraîner avec lui, je vais demander au maître de le surveiller pendant le combat. Eh bien, ça ne me dérange pas de te combattre quand je veux, dit James. Tu pourrais même tirer profit d'un combat avec les 3 autres combattants de mêlée de ma noblesse. À condition que tu n'aies pas d'aversion pour les femmes, bien sûr. Avec une sœur comme la mienne, je sais que considérer les femmes comme le sexe faible est une folie, dit Tatsuya en secouant doucement la tête. C'est probablement une bonne chose, dit James en hochant la tête. C'est gênant d'être frappé par quelqu'un qu'on méprise, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas non plus, dit Tatsuya. Je n'ai jamais perdu de combat auparavant. Tu veux savoir à quoi ça ressemble, demanda James d'un ton malicieux. Ne sois pas trop confiant, dit Tatsuya sur un ton compétitif. Eh bien, pourquoi ne pas conclure ce pacte, demanda James. On pourra alors organiser une petite compétition et voir qui verra ses coéquipiers subir la première défaite. Oh, attends, dit Tatsuya, comme s'il venait de se souvenir. J'ai entendu dire que tu étais un sacré dessinateur. Tes ventes de mangas, toutes catégories confondues, confirment cette rumeur. Je ne suis pas si mal, répondit James en souriant. Mais quel est le rapport avec notre pacte? J'aimerais que vous m'aidiez à concevoir l'apparence extérieure de mes chaos, répondit Tatsuya. Sénile, demanda James, tout en étant parfaitement conscient de la signification du terme. Je suis sûr que tu sais que la magie humaine repose sur des calculs mathématiques pour initier son phénomène, n'est-ce pas, demanda Tatsuya. Oui, je sais, répondit James. Eh bien, j'ai conçu des appareils qui aident aux calculs nécessaires aux humains pour lancer des sorts, que j'appelle des dispositifs d'assistance au lancer, ou CAD en abrégé, expliqua Tatsuya. Il n'est donc pas seulement un favori dans ce domaine, dans ce monde, pensa James. C'est plutôt un pionnier. Et tu veux que je dessine l'apparence extérieure de ces CAD, c'est ça, demanda James pour en être sûr. C'est vrai, répondit Tatsuya. Et tu comptes vendre ces appareils, demanda James. Probablement, répondit Tatsuya en hochant la tête. Il faudra alors une compensation financière pour mon travail, a déclaré James. C'était prévisible, a déclaré Tatsuya. Je demanderai à mon manager de vous contacter à ce sujet dans quelques jours, a déclaré James. James et Tatsuya passèrent quelques minutes supplémentaires à discuter des détails de leur contrat. Ils signèrent ensuite un pacte stipulant que James formerait et assisterait Tatsuya dans la conception de ses dessins KO. En échange, Tatsuya utiliserait sa vision élémentaire pour observer la progression de James vers le rang de dieu principal, et que les dessins KO de James seraient rémunérés. Après cela, les 2 jeunes hommes quittèrent l'atelier et retournèrent au salon. À leur arrivée, Mizore et Miyuki n'étaient toujours pas rentrés. Ils décidèrent donc de rejoindre le reste du groupe et de discuter jusqu'à leur retour. Tandis que Tatsuya s'asseyait seul à l'écart, James était rejoint à table par Léona, Skatash, Irène et Evangeline, toutes revenues à leur forme adulte. Et, chérie, comment se sont passées les négociations, demanda Léona tandis que James s'asseyait. Pas mal, répondit James. Il n'en demandait pas beaucoup. Que voulait-il, demanda Léona avec curiosité. Je voulais quelqu'un avec qui m'entraîner au combat au corps à corps et pour que je puisse pratiquer mes compétences en dessin, répondit James avec indifférence. Oh, alors tu as du talent au combat, demanda Skatash avec intérêt. C'est normal, répondit James. Sa posture et son physique le suggèrent. Je suppose que cela signifie que tu es aussi doué au combat au corps à corps, demanda Evangeline. Je suis acceptable, répondit James avec un sourire. J'ai entendu parler de ton escrime. Irène se joignit à la conversation. Mais c'est la première fois que j'entends parler de ton habileté au combat à main nue. S'exclama James, confus. Oui, les rumeurs disent que tu es un épéiste phénoménal qui utilise une magie étrange et unique, expliqua Irène. Mais il n'a jamais été question de ta maîtrise du combat au corps à corps.
C'est étrange, dit James en se grattant la tête, perplexe. J'ai démontré mes talents de combattant au corps à corps à 2 reprises en public. Et chaque fois, il y avait plus d'un spectateur. Je me demande pourquoi ça n'a pas été pris au sérieux. C'est probablement parce que vous avez surclassé vos adversaires en termes de puissance à l'époque, a déclaré Léona. C'est moi qui l'ai fait, demanda James en repensant aux 2 combats au corps à corps auxquels il avait participé. C'est peut-être vrai pour le combat contre C. Mais pour Vali, on était au même niveau à ce moment-là. Il était vraiment nul au corps à corps. Vraiment, demanda Léona. D'après Sora, tu l'as frappé comme s'il avait volé quelque chose. Oui, nous étions tous les 2 au niveau terminal, répondit James. En fait, je crois que nous étions tous les 2 au niveau intermédiaire. Est-ce vraiment important, demanda Evangeline. Tu utilises plus souvent l'épée, n'est-ce pas? C'est peut-être vrai pour l'instant, dit Irene. Mais une fois que je commencerai à utiliser la magie du chasseur de dragons, il y a de fortes chances que cela change. À ce moment-là, Mizor et Miyuki descendirent les escaliers. Dis donc, Mizor, comment c'était, demanda James dès qu'il remarqua son retour. En entendant la question de James, Mizor regarda où il était assis. Voyant qu'il était seul, elle courut vers lui. Puis, avant qu'il ne soit trop près, elle bondit sur lui. Voyant cela, James esquissa un sourire ironique. Puis, il ouvrit les bras, prit Mizor dans ses bras et l'assit sur ses genoux. Et ma maison, dit Mizor joyeusement. Après que Mizor ait parlé, Ria, Sona, Akeno, Koneko, Moka, Shuna, Shion, Mio et Ofi ne semblaient pas remarquer que les genoux de James étaient libres. Oh, Mio, pourquoi as-tu l'air si déçu, demanda Maria d'un ton enjoué. Tu voulais aussi t'asseoir sur les genoux de James Nii? En entendant Maria souligner qu'elle voudrait peut-être s'asseoir sur les genoux de James, Mio rougit tellement qu'il était difficile de distinguer son visage de ses cheveux. Tais-toi, Maria, hurla Mio, la gêne se transformant en colère. Ou je te tue 100 fois. Waouh, ce sont vraiment des cousines, dit Sona d'un ton exagéré. Personne ne rougit autant qu'une Grémory. Tu aurais dû voir Ria la première fois que James l'a embrassée sur la joue. Elle, Tais-toi, Sona, dit Ria en couvrant la bouche de Sona de ses mains. Oh, ça a l'air d'être une histoire que j'aimerais entendre, dit Akeno avec un sourire sadique. Pourquoi ne la racontes-tu pas à la classe, Ria? La première fois que j'ai embrassé Ria sur la joue. James commença à lui caresser le menton en y réfléchissant. C'est là qu'elle m'a dit de faire mon propre manga, après que je me sois plaint de la médiocrité des mangas disponibles à l'époque. Des mangas, demanda Kokoa, la plus jeune des sœurs Shuzen. Tu dessines des mangas? Oui, c'est vrai, répondit Moka. Il a dessiné certains des mangas les plus populaires au monde. Moka a ensuite énuméré tous les mangas que James a dessinés au fil des ans. Naturellement, Kokoa a été surprise. Elle a lu la plupart, voire la totalité, de ces mangas et les a appréciés du début à la fin. C'est vraiment un garçon très talentueux, dit Akua avec un regard intéressé. Ouais, et cette fille a l'air vraiment à l'aise assise sur ses genoux, dit Kalua d'un ton intrigué. Je me demande si c'est vraiment si confortable. C'est tout, dit Moka en souriant. Beaucoup de filles dans la salle considèrent maintenant cet endroit comme leur endroit préféré. Je suppose que ça t'inclut aussi, demanda Akua. Naturellement, répondit Moka sans hésiter. Je veux l'essayer. Dit Kalua. Applaudir. Après avoir réalisé que le déjeuner n'était pas encore servi, James a applaudi pour attirer l'attention de tout le monde. Bon, puisque le travail est terminé, pourquoi ne pas déjeuner et fêter les bonnes affaires, demanda James en souriant. Puis-je cuisiner, demanda Shion. Pas du tout, crièrent à l'unisson Léona et les membres des 3 nobles présents. En entendant le rejet ferme, Shion a presque pleuré. Je vais cuisiner, dit James. J'ai acheté des steaks pour aujourd'hui. Je me suis dit que ça ferait un bon repas de fête. Quand James a annoncé qu'il cuisinerait, tous ceux qui connaissaient sa cuisine savaient qu'il ferait griller les aliments. Pourtant, personne ne s'en est plaint. James est peut-être un désastre en cuisine, mais lorsqu'il cuisine en plein air, il est au niveau d'un chef professionnel. Mais avant de commencer, dit James en regardant autour de lui, quelqu'un sait où est Flora? Oh, elle avait un rendez-vous au salon, répondit Shuna. Oh, d'accord, répondit James. Bon, alors tout le monde devrait monter sur le toit. Je ferai un barbecue au bord de la piscine. Alors si quelqu'un veut nager, n'hésitez pas. Oh, et ISE. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas, Sampé, demanda Issei en réponse. Si tu deviens incontrôlable, je te botte le cul, dit James avec un sourire. Chapitre 216, le dernier des invités arrive. Monde humain, Japon, Kuo. Comme James l'avait déjà dit, il avait acheté une quantité colossale de steaks pour le scénario où Mizor et lui concluraient leur pacte. James passa donc la majeure partie de l'heure et demie suivante à griller des steaks, tandis que Ria et Sona le nourrissaient à tour de rôle pendant qu'il cuisinait. À mi-chemin du repas de 2h30 après l'arrivée du groupe aux Pantous du manoir, Flora arriva avec une coiffure et des ongles absolument fabuleux. De plus, avec sa silhouette voluptueuse, son décolleté plongeant, ses hanches ondulantes enveloppées dans un jean moulant, et le défilé qu'elle fit en allant de l'ascenseur jusqu'à l'endroit où James discutait avec Seu Chulin, Dante, Yuto, Issei et Tatsuya, elle réussit à attirer la plupart, voire la totalité, des regards sur le toit. James, je suis là,
cria Flora en marchant vers James. Naturellement, la voix de Flora attira l'attention des 5 garçons. Cependant, contrairement aux 4 autres, Issei perdit le contrôle de lui-même, comme toujours. Merde, ses seins ressemblent à H, commença Issei, avant de hurler et d'être projeté dans les airs. Éclaboussé. En raison des pitreries habituelles d'Issei, James a par réflexe jeté sa main sur Issei, ce qui a entraîné un revers qui a envoyé Issei voler dans la piscine. Sifflet. C'est ce qu'on appelle une claque, dit Dante en souriant. C'est toujours comme ça, demanda Tatsuya en fronçant légèrement les sourcils. Il est. Seu Chulin a répondu. Issei est unique en ce sens. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour la sécurité de Miyuki, répondit James en observant Flora, et plus particulièrement la façon dont ses hanches se balançaient. Elle n'a pas le courage de faire plus que fixer et commenter ce qu'elle voit. Je vois, répondit Tatsuya. Cependant, sa prudence n'avait pas diminué. Oh, et si vous pensez qu'il va trop loin, n'hésitez pas à lui donner une fessée, ajouta James. Tant qu'il ne meurt pas ou ne se blesse pas, la chasse à Issei est toujours ouverte. Je m'en souviendrai, dit Tatsuya en réfléchissant à ce qu'il pouvait faire pour punir Issei. Un instant plus tard, Flora arriva enfin devant James. Aussitôt arrivée, elle entoura son cou et l'embrassa passionnément. Puis, elle recula et se retourna sur place. Alors, comment je vais demanda Flora en souriant. Magnifique, répondit James avec un sourire. Puis il hocha la tête, donnant l'impression d'avoir reçu une révélation avant de poursuivre. Je comprends pourquoi tu es si en retard. La perfection prend du temps. Le sourire de Flora s'élargit au compliment de James. Puis, elle entoura le bras gauche de James et regarda le visage inconnu de Tatsuya. J'ai remarqué l'arrivée de nouveaux visages. Pourriez-vous me les présenter demanda Flora en souriant. Bien sûr, répondit James avec un sourire et un haussement d'épaules. Tout d'abord, voici Shiba Tatsuya, l'un de mes contractants. Enchanté de te rencontrer, Shiba. Dit Flora en gardant son sourire. Tu peux m'appeler Tatsuya. Tatsuya hocha la tête en guise de réponse. Puisque ma sœur est également présente, il serait difficile de savoir à qui tu fais référence. D'accord, c'est un plaisir de te rencontrer, Tatsuya, dit Flora. Et voici Flora Nanadan, l'une de mes tours, une autre combattante au corps à corps de ma péri, et l'une de mes amies. C'est un plaisir, dit Tatsuya en s'inclinant légèrement. Tout le plaisir est pour moi, répondit Flora. Après cela, James se sépara du groupe de jeunes. Il présenta Flora à tous ceux dont elle n'avait pas assisté aux présentations ce jour-là. Il alla d'abord voir Irène, qui intervenait en groupe avec Léona, Scatache et Evangeline. Naturellement, après avoir présenté Flora à son deuxième entrepreneur, il présenta également Evangeline. Oh mon Dieu, James, dit Evangeline, légèrement offensée. Tu as beaucoup de chance avec les femmes, n'est-ce pas? Oui, je crois, répondit James, passant son bras autour de la taille de Flora. Puis il chuchota à sa mère, tu as du mal à parler. Combien as-tu mangé? Elle est encore en train de prendre son premier verre, murmura Léona en retour. Et qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? S'écria Evangeline, indignée. Oh, je disais justement à maman que je trouve tes yeux bleus très beaux, répondit James avec un sourire. Puis, comme gêné, il se gratta la tête. Mais c'était gênant de le dire à voix haute. Devant la prestation de James, Léona, Scatache et Flora esquissèrent un sourire ironique. Irène, quant à elle, fut surprise par la performance convaincante de James. Evangeline, quant à elle, souriait comme une idiote. Ayant vécu dans la faction TEP la majeure partie de sa vie, ses suprémacistes masculins la félicitaient rarement sincèrement. De plus, l'apparence timide de James la touchait de plein fouet. Cependant, si elle n'avait pas été sous influence, elle aurait compris que James jouait simplement la timidité. Je ferais mieux de faire attention avec ce type, pensa Irène en regardant James flirter naturellement avec Evangeline. Si je ne fais pas attention, je risque de finir dans son lit comme tant d'autres filles ici. D'après ton expression, j'oserais supposer que tu as aussi peur de finir dans son lit, dit Scatache, sortant Irène de ses pensées. Et toi, tu ne le es pas? Demanda Irène avec curiosité. Il est trop tard pour s'inquiéter de ça, répondit Scatache avec un sourire. Pourquoi une personne d'un tel statut s'offrirait-elle à un homme aussi jeune? Demanda Irène. Tout d'abord, j'ai formé tous mes disciples aux pratiques sexuelles au fil des ans, répondit Scatache. Enfin, à part le Setanta de cette génération. En entendant cela, les yeux d'Irène s'écarquillèrent. Combien de héros Scatache a-t-il formé au fil des siècles? Quelqu'un de sa stature avait couché avec tant d'hommes plus jeunes. En même temps, elle comprenait pourquoi elle avait décidé d'agir ainsi. Combien de héros au cours de l'histoire ont perdu la vie dans des pièges à miel? La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi de rester avec James est bien plus simple, dit Scatache, regagnant l'attention d'Irène. Il a exaucé mon plus grand souhait et m'a libéré de l'outre-monde. Avec cette déclaration, la connaissance qu'Irène avait de la situation de Scatache lui vint à l'esprit. C'est vrai, un jas l'a liée au panthéon celtique pour qu'elle serve de gardienne des terres d'ombre jusqu'à sa mort, pensa Irène en fronçant les sourcils. De plus, elle a été maudite d'immortalité peu après avoir accepté le jas. Je tomberai probablement amoureuse de l'homme qui pourrait me libérer de cette souffrance.
Tandis que Scatash et Irène poursuivaient leur conversation, James et Flora s'excusèrent, mais pas avant d'avoir été victimes de harcèlement sexuel de la part d'une Evangeline ivre. Après avoir quitté le groupe de femmes, James accompagna Flora et la présenta aux autres nouveaux arrivants au manoir. Le barbecue sur le toit prit enfin fin. Tatsuya s'approcha alors de James, accompagné de Miyuki. « Bonjour, Tatsuya, Miyuki, dit James d'un geste. J'espère que vous avez apprécié le repas. » « Oui, c'était spectaculaire, répondit Miyuki avec un sourire. « C'était bien, répondit Tatsuya. Cependant, je crois que nous avons quelques points à régler. » Soupir. « Je ne savais pas que tu étais si pressé d'attraper un idiot, dit James d'un ton fatigué. Bon, peu importe. Je demanderai à mon professeur d'arbitrer le match. Ça me va. » Tatsuya hocha la tête. « Attendez, vous allez vous battre, demanda Miyuki, qui n'en avait jamais entendu parler. Pourquoi? Ne t'inquiète pas, Miyuki, dit James en souriant. En fait, on va juste s'entraîner. On dirait que ton frère n'a jamais rencontré quelqu'un de son niveau en arts martiaux, alors on va faire un petit match pour comparer nos points. Quand James lui expliqua les choses ainsi, Miyuki resta muette. Cependant, elle avait encore un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que je ressens, pensa Miyuki. C'est juste une bagarre, donc Onisama ne va pas être blessé. Pourtant, je n'aime pas ça. Mais pourquoi? Sans laisser à Miyuki le temps de réfléchir davantage, James et Tatsuya allèrent voir Scatash et lui demandèrent d'officialiser leur combat. Naturellement, Scatash accepta immédiatement. Je n'y vois aucun inconvénient, dit Scatash. Cependant, mon entrepreneur du pacte devrait bientôt arriver. Si vous pouvez patienter un peu, j'arbitrerai votre match. En entendant cela, les garçons restèrent silencieux un instant. Puis, James se tourna vers Tatsuya. Eh bien, c'est à toi de voir, mec. James haussa les épaules. Si on le fait ce soir ou un autre jour, ça me va. Après tout, j'habite ici. Mais si tu as besoin de rentrer, je comprends aussi. À cette fin, Tatsuya s'arrêta un instant pour réfléchir. Puisqu'ils avaient pris le train pour aller chez James, il leur faudrait un certain temps pour rentrer. Cependant, avant qu'il puisse se plonger plus profondément dans ses pensées, James fit quelque chose qui attira son attention. Applaudir. J'ai failli oublier, dit James avec un sourire gêné. Je peux te téléporter chez toi à Tokyo, si ça te convient. Il te suffira de me donner les coordonnées pour que je les intègre à mon cercle de téléportation. Bien que ce fût une bonne idée, la prudence de Tatsuya le poussa à la rejeter immédiatement. Cependant, il ne le dit pas à voix haute. Il chercha plutôt d'autres moyens d'utiliser la magie de téléportation de James. Et si je nous téléportais près de chez nous, pensa Tatsuya. Comme ça, on pourrait rentrer à une heure convenable. De plus, je ne saurais pas exactement où on habite. Onisama, tu peux t'entraîner ce soir, dit Miyuki, interrompant la conversation. Après tout, rentrer un peu plus tard que d'habitude ne nous tuera pas. Soupir. Si tu le dis, Miyuki, dit Tatsuya. Puis il tourna son attention vers James. Dans ce cas, on reste et on se disputera. Bien sûr, répondit James en souriant. Alors, dès que l'entrepreneur du maître d'ouvrage sera arrivé, nous commencerons. Ça me semble bien, répondit Tatsuya. Janke, l'entrepreneur de Scatash, arriva peu après que James et Tatsuya eurent terminé les préparatifs. Et comme les 2 fois précédentes, c'est James qui ouvrit la porte. Ce faisant, il vit un couple, un jeune homme et une vieille femme. Tout d'abord, le vieil homme, que James supposait être Janke, avait des cheveux mi-longs, ondulés et rose clair, et des yeux marrons. Bien qu'il devait avoir au moins 70 ans, il n'en paraissait pas plus de 50. Il portait sur la tête une casquette violette ornée du kanji, magie. Sur son corps court et élancé, il portait une tenue d'arts martiaux traditionnelle à dominante rouge et blanche. Il tenait également une cigarette allumée à la main. À côté de la vieille femme se tenait un jeune homme qui semblait être au lycée. Ses cheveux noirs, lissés en arrière, avaient une légère teinte verte. Sa silhouette athlétique se caractérisait par un t-shirt blanc surmonté d'une veste rouge, un jean et des baskets blanches. « Bonsoir, dit James avec un sourire. Si je ne me trompe pas, vous devez être un maître Janke. Et je suppose que c'est votre apprenti. Un sale gosse bien élevé, répondit Janke avant de tirer une bouffée de sa cigarette. On dirait que tu pourrais apprendre une chose ou deux de lui, hein, idiot? Tais-toi, vieille sorcière, répondit le jeune homme en ricanant. Et tu ne fais que prouver leur point de vue quand tu réponds comme ça, dit James avec un sourire ironique. Personne ne t'a demandé, grommela le jeune homme. Arrête de bouder comme une garce, dit Janke en tapotant la tête du jeune homme. Présente-toi maintenant. Je ne vais pas bien, répondit le jeune homme sans hésitation. Alors tu peux attendre ici pendant que maître Janke et mon professeur discutent des termes de ton pacte, dit James, décidant que ce garçon ne valait pas son temps. Comme si tu pouvais m'arrêter si je décidais d'entrer, dit le jeune homme avec arrogance. En entendant cela, James écarquilla les yeux de surprise. Puis il lança à Janke un regard qui laissait entendre, ce gamin est sérieux? En réponse au regard noir de James, Janke soupira simplement. Puis il tira une nouvelle bouffée de sa cigarette. Après cela, il regarda son apprenti et prit la parole. Si tu es assez stupide pour essayer d'entrer, n'hésite pas, dit Janke.
Au moins, je n'aurai pas à donner de cours à un idiot comme toi. On verra bien. L'apprenti de Janké reprit son ton arrogant. Cependant, ses paroles s'arrêtèrent brusquement lorsqu'il sentit une épée se presser contre sa gorge. Écoute, mon garçon, dit James d'un ton solennel. Ton maître ne me défierait pas ainsi, et elle est bien plus forte que toi. Avant de pouvoir évaluer précisément la force de quelqu'un, mieux vaut garder la tête basse. Après avoir fini de parler, James retira l'épée du cou du jeune homme. Puis, d'un geste fluide, il la rengaina. Après cela, il rangea ses épées. Maintenant, on réessaie, dit James en souriant. Comment t'appelles-tu, mon garçon? TCH. C'est Urameshi Yuzuki, dit Yuzuki en fronçant les sourcils. Écoute, ce n'était pas si difficile, dit James en caressant la tête de Yuzuki. Maintenant que c'est réglé, pourquoi ne pas entrer tous les deux? Ça ne me dérange pas, répondit Janké en sortant. Cependant, avant qu'il puisse réagir, la cigarette disparut de sa main. En la cherchant, il trouva James qui le serrait dans ses bras et utilisait son énergie démoniaque pour l'incinérer. Je suis désolé, maître Janké, répondit James au regard furieux de Janké. Mais maman n'aime pas l'odeur de la cigarette. Et j'en ai bien plus peur que de vous. Soupir. Je comprends, répondit Janké en lançant un regard furieux à Yuzuki, qui riait de son malheur. Finissons avec cette réunion. Bien sûr, répondit James en souriant. Mais il faut vraiment que je te demande. As-tu vraiment l'intention que le maître t'aide dans ton entraînement? C'était le plan, répondit Janké en commençant à changer de chaussures. Alors tout ce que je peux dire, c'est de ne pas abandonner, dit James en tournant son attention vers Yuzuki. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Yuzuki d'un ton agressif. Cependant, James ne répondit pas. Il attendit qu'ils aient enfilé des pantoufles et les porta jusqu'à la maison. Chapitre 217, Spar, James contre Tatsuya. Enfer, territoire de Grigori, quartier général de Grigori. À peu près au même moment où Janké arrivait au domaine d'Alavru dans le monde humain avec son apprenti, Yuzuki, Azazel terminait certaines des recherches qu'il était impatient de commencer après que la faction héroïque ait attaqué la capitale des démons. Dans la salle d'examen de son laboratoire privé, Leonardo, le porteur de Annihilation Maker, gisait sur une table d'examen, inconscient après une série d'expériences. Pendant que le garçon était là, Azazel lut les résultats de sa dernière expérience. Waouh, ce KO était un sacré défi, dit Azazel, tenant les documents détaillant les résultats de sa dernière expérience. Bien qu'il ait réussi à faire passer la puissance de cet enfant de niveau intermédiaire d'un niveau faible à un niveau moyen en moins de 2 mois, il a pratiquement anéanti sa vie. Après avoir dit cela, Azazel laissa tomber le document sur son bureau. Puis il en prit un autre. Celui-ci détaille la vie de Léonard. Et ce garçon n'a jamais eu la vie facile, dit Azazel en lisant le nouveau document. Ses parents ont été tués par l'un des hommes de main de KO après avoir refusé de le livrer. Après avoir kidnappé le jeune orphelin, il a été soumis à d'intenses tortures et à un lavage de cerveau jusqu'à ce qu'il devienne totalement loyal, plus maléfique que n'importe laquelle de nos races sombres. En raison de l'état mental de Leonardo suite à son traitement aux mains de la faction héroïque, cette information ne provenait pas directement de lui. Elle provenait plutôt de l'un des rares membres de la faction héroïque capturés par les gardes postés à Lilith. Soupir. La vraie question, c'est, que faire de l'enfant maintenant, dit Azazel en regardant avec pitié le garçon sur la table d'examen. Même si nous effaçons les souvenirs de la torture et de la perte de ses parents, il ne lui reste que quelques mois, voire 6 mois, à vivre. Azazel soupira de nouveau. Bien qu'il fût considéré comme le plus maléfique des anges déchus, il éprouva de la compassion pour le garçon. À cet instant, cependant, il eut une révélation. La fille Phénix devrait avoir un ensemble de pièces maléfiques, non, demanda Azazel en souriant. Si elle l'acceptait comme noble, cela ferait d'une pierre 2 coups. Comme l'a dit Azazel, anoblir Leonardo aurait plusieurs avantages. Premièrement, l'enfant vivrait beaucoup plus longtemps. Deuxièmement, cela garantirait à l'annihilateur une longévité accrue aux côtés de l'Alliance. Et troisièmement, rit Azazel en pensant à la raison ultime pour laquelle la réincarnation de Léonard en démon serait une si bonne chose. J'aurai tout le temps du monde pour poursuivre mes recherches sur le créateur de l'annihilation. Je suis vraiment un génie. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Alors qu'Azazel riait hystériquement et se félicitait de son génie, les 4 grands satans se réunirent une fois de plus pour discuter des questions les plus urgentes des enfers. Maudit soit Indra, hurla ce Rafale, son air enfantin habituel disparut. Et maudit soit ces fainéants du conseil. Je comprends pourquoi tu es si en colère contre Indra, dit Ajuka, une pointe de perplexité dans la voix. Mais qu'a fait le conseil? Ces idiots ont décidé qu'ils en avaient assez de gérer les demandes et les requêtes de cet homme-enfant, alors ils m'ont tout envoyé. Jekun. Je ne t'envie pas. Bye, toi, dit Falbium d'un ton plus léthargique que d'habitude. Comment se fait-il que tu paraisses plus paresseux que d'habitude, demanda ce Rafale, son ton colérique ayant complètement disparu, remplacé par la curiosité. Super Smash Bros, dit Falbio. J'ai commencé à jouer et j'ai raté la sieste. PFFF. Ce jeu ruine vraiment des vies, dit Sirzek en secouant la tête de pitié. Bref, je t'avais dit que tuer KO était une mauvaise décision. Il est possible que James ait déclenché une future guerre. En entendant cela, Ajuka, ce Rafale et Falbium se tournèrent vers Sirzek, l'air impassible.
Puis, Sorafal et Falbium se détournèrent, comme si Sirzek n'avait rien dit. Soupir, Sirzek, je sais que tu es encore contrarié par ce que James t'a dit ce jour-là, dit Ajuka. Au lieu de t'énerver, tu devrais peut-être réfléchir à la raison pour laquelle il a dit ça. Ce n'est qu'un enfant, que peut-il bien savoir, répondit Sirzek, refusant d'admettre qu'il avait maltraité les anciens membres du Conseil du Diable. Bâillement. La marmite se moque de la marmite, dit Falbio. Tu as fait bien pire que James en tuant ce sale gosse de Cao Cao. Attaquer le domaine de l'un des plus hauts combattants divins d'un autre panthéon comme tu l'as fait était plus qu'imprudent. Sachant que les paroles de Falbium étaient exactes, Sirzek choisit de garder le silence. Lui-même savait que les actes de James étaient parfaitement justifiés. Il savait aussi qu'Indra ne déclencherait jamais de guerre contre les démons s'il devait affronter Shiva dans son propre panthéon. Mais son orgueil ne lui permettait pas d'ignorer ce que James lui avait dit devant sa sœur et sa femme. PFFF, Greffia refuse toujours de me parler, pensa Sirzek. Si je ne fais rien pour améliorer mon jeu d'acteur, je vais la perdre. Monde humain, Japon, Kuo. Actuellement, tous les participants au barbecue sur le toit, ainsi que Janké et Yuzuk, se trouvaient dans la salle d'entraînement au sous-sol de la villa de James. Tandis que la plupart étaient debout ou assis à l'extérieur de la zone d'entraînement, James et Tatsuya s'étiraient et, ou s'échauffaient avant le combat. À ce moment-là, Skatash et Janké avaient conclu un pacte. Pendant les 3 mois suivants, Janké et Yuzuk vivraient au domaine d'Alavru. Ainsi, lorsque Skatash entraînerait les résidents du manoir, Yuzuk se joindrait à lui. Et en leur absence, Janké aurait libre accès aux installations d'entraînement du manoir pour l'entraînement de Yuzuk. Allons, idiot, dit Janké, attirant l'attention de Yuzuk. Je te conseille de faire attention. Voilà ce que tu peux devenir si tu travailles dur. Ah, si ce type n'avait pas son épée, il n'aurait jamais pu me prendre au dépourvu comme ça. Frappez. Dès que les mots de Yuzuk furent terminés, Janké le gifla sur la tête. Je t'ai dit de faire attention, idiot, dit Janké avec colère. Alors, fais attention. Ok, j'ai compris, vieille sorcière, dit Yuzuk en se frottant l'arrière de la tête là où Janké l'avait frappé. Vous êtes prêts demanda Skatash en remarquant que James et Tatsuya avaient fini de s'échauffer. Les 2 garçons hochèrent la tête à la question de Skatash. Puis, Skatash leva la main droite au-dessus de sa tête. Alors commence, s'exclama Skatash en baissant la main. Dès le signal du départ, Tatsuya canalisa son pouvoir magique dans la plante de ses pieds et s'avança vers James. Puis, soudain, il apparut devant lui, la main gauche s'abattant sur sa gorge. Réagissant promptement, James frappa le bras de Tatsuya et chargea son côté gauche non protégé. Cependant, réagissant tout aussi promptement, Tatsuya leva son genou gauche. S'attendant à cette contre-attaque, James frappa le genou de Tatsuya de sa paume droite, coupant son élan. James s'écroula alors et tenta de balayer la jambe sur laquelle Tatsuya était en équilibre avant de pouvoir abattre sa jambe gauche. Cependant, Tatsuya sauta rapidement par-dessus la jambe de James. Puis, en plein vol, il balança sa jambe droite au-dessus de la tête de James. Au lieu d'essayer de bloquer le tir, James se jeta sur le dos. Puis, alors que le pied de Tatsuya filait à côté de lui, James pressa ses mains contre le sol de chaque côté de sa tête et sauta, les pieds en avant. Incapable de changer de position dans les airs, Tatsuya a été contraint de recevoir des coups de pied visant son dos et sa hanche. Burk, grogna Tatsuya en se faisant pousser, tandis que les endroits où James donnait des coups de pied lancinaient d'une douleur sourde. Cependant, avant même qu'il puisse se repositionner après l'atterrissage, James était déjà à portée pour attaquer à nouveau. Tatsuya commença par un direct du gauche, mais inclina la tête pour l'éviter. James s'avança alors et passa du coup de poing au coude gauche. Tatsuya leva rapidement le bras droit et bloqua le coup. Cependant, il resta ouvert au genou levé par James. Burk, grogna de nouveau Tatsuya après avoir reçu un coup de James. Cependant, sans s'arrêter malgré la douleur, Tatsuya baissa son bras droit et l'enroula autour de la cuisse de James. Au même moment, il saisit le poignet gauche de James de sa main gauche. Après cela, il souleva James de tout son corps et le jeta au sol. Oh, s'écria James alors que l'air était expulsé de ses poumons. Avant même de pouvoir reprendre son souffle, James lança son coude droit et frappa Tatsuya au visage. Bien que Tatsuya n'eut pas le temps de tenter quoi que ce soit, James s'attendait à ce que quelqu'un, considéré comme un génie du combat rapproché, ait prévu une suite. D'un coup de coude, Tatsuya relâcha involontairement son emprise sur le poignet de James. Libérant ainsi son poignet, James creusa un peu plus de distance entre lui et Tatsuya, qui maintenait néanmoins fermement la jambe de James. Alors que James et Tatsuya se battaient pour prendre la tête, le reste du groupe regardait avec intérêt. Ce n'est qu'un combat, non, demanda Issei. Je ne crois pas que Sanpei m'ait déjà frappé aussi fort avec son coude. Il y a 2 raisons à cela, répondit Sona à la question d'Issei. Premièrement, tu n'as jamais réussi à convaincre James de te prendre au sérieux. Deuxièmement, il est généralement déchaîné lorsqu'il s'entraîne avec toi. Alors, s'il t'attaquait avec une telle force, tu perdrais probablement la raison. Que veux-tu dire demanda Issei, perplexe. Non seulement Issei, mais de nombreux membres de la noblesse diabolique de Ria étaient également perplexes. Ils n'avaient jamais vu James se battre avec les runes de suppression de Skatash. En fait, la plupart d'entre eux ignoraient même qu'il les utilisait la plupart du temps avant les vacances d'été.
Avant le début du match, j'ai vu Maître Skatash placer des runes sur James, poursuivit Sonia. Si je ne me trompe pas, elles sont censées diminuer les capacités physiques de James pour les rendre similaires à celles de Tatsuya. Onisama n'a pas besoin d'un handicap comme celui-là, dit Miyuki, après avoir entendu l'explication de Sona. Si c'était un combat à mort, cela pourrait être vrai, dit Sona en ajustant ses lunettes. Contre tout être de niveau divin inférieur, à l'exception de James et de Maître Skatash, bien sûr, pensa Sona en parlant. Cependant, comme il s'agit d'un simple test de compétence en combat rapproché, Tatsuya, qui est au dernier rang, n'a aucun moyen de suivre les prouesses physiques de James, a poursuivi Sonia. Même si elle refusait de l'admettre, Miyuki savait que Sona avait raison. Malgré sa confiance absolue en son frère, elle savait que Tatsuya n'était pas de taille face à un être de niveau divin inférieur. Alors, plutôt que de continuer à se disputer, elle décida de se taire et d'assister au combat. Finalement, James a réussi à se détacher de Tatsuya et à ramener le combat à une confrontation verticale. Zut, je ne pensais pas qu'il serait aussi bon au sol, pensa James en évaluant Tatsuya une fois de plus. Voilà ce que je reçois quand je sous-estime mon adversaire. J'ai l'habitude de gérer mes coéquipiers sans problème. C'est sans doute pour ça que Maître a scellé mes capacités physiques avant le début. Il a dû remarquer que je devenais un peu prétentieux. Après cette pensée, l'expression de James changea légèrement. Et en voyant cela, ceux qui s'entraînaient avec lui le remarquèrent immédiatement. Eh bien, ce combat sera bientôt terminé, dit Moka en souriant. Pourquoi dis-tu ça, demanda Evangeline. Comme Evangeline, le reste des vampires et Irène étaient curieux d'entendre la réponse à cette question. Parce que James prend enfin ça au sérieux, répondit Moka. Il n'a jamais combattu quelqu'un avec autant de talent. Bon sang, il a entraîné la plupart des jeunes démons ici avant que Maître Skatash ne rejoigne sa pairie. Elle n'a que 18 ans, n'est-ce pas, demanda Issa d'un ton quelque peu étonné. C'est vrai. Moka hocha la tête. Depuis qu'elle m'a sauvée il y a 4 ans, elle m'entraîne au Muay Thai. D'ailleurs, je ne serais pas surprise que tu ne sois plus à ma hauteur au corps à corps, sœur Akua. HMPH. Il faudra voir si tu peux tenir tes promesses, dit Akua, un peu excitée de voir à quel point sa petite sœur avait grandi. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer, James fonça sur Tatsuya. À portée, il lança un coup de pied haut de la jambe gauche que Tatsuya bloqua. Cependant, s'attendant à ce blocage, James frappa violemment le sol, écrasant le pied droit de Tatsuya. Alors que Tatsuya grimaçait de douleur, James enchaîna un coup de poing direct, un crochet du gauche au corps, un coup de coude droit à la mâchoire, un coup de genou droit au ventre et un coup de hache dans le dos de Tatsuya après avoir plié le genou. Non seulement Tatsuya, mais aucun des spectateurs, à l'exception de Skatash, ne s'attendait à ce que James augmente le volume comme il vient de le faire. Populaire. Après le coup porté au dos, Tatsuya fut projeté au sol. James lui enfonça alors rapidement un genou dans le dos et plaça ses mains pour lui briser le cou. À cet instant, Skatash l'interrompit. Ça suffit, dit calmement Skatash. Le gagnant est James. Aussitôt, James lâcha Tatsuya et se releva, dégageant son genou du dos de Tatsuya. Puis, il tendit la main à Tatsuya. C'était un bon match, ça va, demanda James. Je vais bien, répondit Tatsuya, un peu frustré d'avoir perdu. Il saisit néanmoins la main tendue de James. Mais je ne perdrai pas la prochaine fois. J'attends avec impatience notre prochain match, a répondu James avec un sourire. Chapitre 218, James s'est enfui. Monde humain, Japon, Kuo. Peu après la fin de l'entraînement de James et Tatsuya et Miyuki décidèrent qu'il était temps de rentrer. Peu après leur départ, Issei, Asia et Irina retournèrent également. De leur côté, tous les autres, notamment Irène, les vampires, Janké et Yuzuki, restèrent au domaine d'Alavru, du moins pour le moment. Zut, toutes les chambres sont prises. James raconta plus tard que lui et les autres résidents avaient préparé les chambres pour les nouveaux arrivants. Est-ce que ça veut dire que je devrais encore agrandir la maison? Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée, dit Ria. Puis, les bras croisés, elle poursuivit, plus c'est grand, mieux c'est. Pourquoi mets-tu l'accent sur ta poitrine quand tu dis ça, Ria, demanda Sona en fronçant les sourcils. Sona, je ne comprends pas ce que tu veux dire, dit Ria en enroulant ses bras autour du bras gauche de James. Naturellement, lorsque Ria entoura James de ses bras, non seulement ses bras l'entourèrent, mais aussi ses seins. Voyant cela, le sourcil de Sona se mit à frémir encore plus intensément. Sachant comment cela finirait s'il se retrouvait pris au milieu d'une dispute entre Ria et Sona, James s'éloigna rapidement de Ria. Désolé, mesdames, dit James avec un sourire ironique en s'éloignant des filles. Mais je dois faire un tour aux enfers. Lilith, pour être précis. Pourquoi, demanda Akeno avec curiosité. Eh bien, Muramasa devrait finir mes nouvelles épées, dit James, une lueur d'excitation dans les yeux. Sérieusement, ça fait si longtemps que ça depuis l'attaque sur Lilith, demanda Seuchulin. Tu avais dit que ça prendrait 2 ou 3 semaines, non? Oui, ça fait 3 semaines, répondit James. Le temps passe vite quand il faut conclure des pactes et affronter des invasions de vampires. 1. Akua renifla au coup de poing de James. On n'était pas en train d'empiéter, dit Kalua en faisant la moue. On voulait juste ramener notre jolie petite sœur à la maison. Ouais,
Apparaître sur le territoire d'une autre faction sans prévenir et attaquer la personne qui vous a demandé pourquoi vous étiez ici était une excellente façon de transmettre ce fait, a déclaré Mocha avec une expression impassible. Surprenant tout le monde présent, Kalua courut vers James et enroula ses bras autour de sa taille après que Mocha eut parlé. James, Mocha me harcèle, dit Kalua en larmes. Ce faisant, elle commença à frotter son visage contre la poitrine de James. James se figea de surprise face au comportement de Kalua. C'était seulement la deuxième fois qu'il la voyait aujourd'hui. Il ne se plaignait pas de sentir son corps pressé contre le sien, mais il ne s'attendait certainement pas à une telle intimité de la part de quelqu'un qu'il ne connaissait pas très bien. Cependant, James n'était pas le seul à être surpris par les actions de Kalua. « Sœur Kalua, que fais-tu » demanda Mocha en fronçant les sourcils. « Je serre James dans mes bras » dit Kalua d'un air innocent. « Tout le monde le fait et semble vraiment heureux. Alors j'ai voulu essayer aussi. » En entendant cela, personne ne sut comment réagir. Il n'avait jamais vu une femme aussi innocente. Les autres sœurs Shuzen, cependant, ne purent que soupirer devant les frasques de leur sœur. Elle n'était qu'une personne qui agissait de manière totalement différente des deux groupes mentionnés précédemment. « Oh, et toi, qu'en penses-tu » demanda Léona avec un sourire malicieux. « C'était comme tu l'imaginais » Sa mère jouant l'avocate du diable. Jeu de mots voulu. James ne put que soupirer. Pensant qu'il ne pourrait pas partir avant un moment, il fit le vide dans son esprit et décida de se concentrer sur le plaisir du corps de Kalua pressé contre le sien. Tandis que James profitait de la situation, les filles tentèrent d'éloigner Kalua de James. Kalua s'accrocha à James de toutes ses forces, et Léona acclama tout le monde. À un moment donné, un cercle de téléportation apparut dans un coin de la pièce. Lorsqu'il disparut, une jeune fille aux cheveux gris et aux yeux rouges apparut. « Je ne sais pas qui sont tous ces nouveaux venus, et je ne sais même pas ce qui se passe », pensa Greffia en observant la situation dans la pièce. Mais après avoir vu Léona sourire comme ça, je sais que je ne devrais pas m'en mêler. Pendant les minutes qui suivirent, Greffia attendit là où elle était apparue. Finalement, le tumulte cessa et Greffia fit connaître sa présence. « Bonne nuit » dit Greffia sur son ton habituel. « Greffia, sauve-moi » cria James en échappant au siège des filles. « Je voulais juste aller aux enfers chercher mes nouvelles épées, et ces folles se sont battues pour moi. Après tout, je comprends qu'elles se battent pour quelqu'un d'aussi fort et audacieux que moi, mais là n'est pas la question. » En entendant la déclaration effrontée de James, les filles, à l'exception de Kalua, ont levé les yeux au ciel, fort. « Je n'aimais pas vraiment les filles » dit James en se caressant le menton d'un air pensif. « Mais j'ai vraiment besoin d'être sauvé du véritable démon dans cette pièce, ma mère. » Je le savais, pensa Greffia. Il est impossible que Léona ne soit pas la cause de ce désastre. Scati. James me harcèle, dit Léona en essayant de se jeter dans les bras de Scatash. Cependant, avant qu'elle ne puisse embrasser Scatash, la pointe de la lance de Scatash frappa Léona à la tête. N'essaie pas de me faire pitié, Léona, dit Scatash. Surtout quand moi et tant d'autres t'avons vu fouetter ces filles jusqu'à ce qu'elles deviennent folles. Je n'aurai aucune pitié pour toi. Tu n'es pas drôle, dit Léona en faisant la moue. Alors, à quoi nouveau ce plaisir demanda James à Greffia une fois que Scatash eut remis Léona à sa place. En fait, je suis venu chercher mademoiselle Ravel, répondit Greffia. Pour moi, demanda Ravel en se désignant du doigt, le visage confus. C'est exact, mademoiselle Ravel. Greffia hocha la tête. Au nom des 4 grands satans, de votre père, du seigneur Phénex, des 4 grands séraphins et des Grigori, j'ai été chargé de vous sauver. En apprenant que son père était la personne la moins gradée à poser des questions sur elle, Ravel devint nerveuse. Avant qu'elle puisse réfléchir, James s'approcha d'elle et posa sa main sur sa tête. Puis, tout en lui caressant doucement la tête, il parla. « Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter, Ravel, dit James en souriant. Avec les chefs des 3 factions qui te réclament, ça ne devrait pas être trop grave. » Fondant sous la technique de James, Ravel se calma rapidement. Elle finit par approuver les propos de James. Cependant, elle ne fit aucune tentative pour rejoindre Greffia afin de rencontrer ses supérieurs. « Je veux essayer ça aussi », a déclaré Kalua après avoir vu l'expression de Ravel après que James lui ait tapoté la tête. Finalement, Koneko arracha Ravel de la paume de James après avoir vu qu'elle était parfaitement contente là où elle était. « Dépêche-toi, la poulette », dit Koneko en entraînant Ravel vers Greffia. « Ce n'est pas poli de faire attendre ses supérieurs comme ça. »« Lâche-moi, espèce de chat à la poitrine plate », s'écria Ravel avec indignation. « J'en sais plus que toi sur la courtoisie. » Sur ce, le sourcil de Koneko se mit à frémir, comme celui de Sona il y a peu. Et naturellement, cela provoqua une dispute entre les élèves de première année à l'approche de Greffia. « Vous êtes de si bons amis, Nya » dit Kuroka en souriant. « Je suis un peu jaloux, Nya. »« Qui est son ami » crièrent simultanément Koneko et Ravel. « Parlons à l'unisson, Nya » dit Kuroka d'un ton moqueur. « Vous êtes très proches, Nya. » Avant que Kuroka ne puisse provoquer davantage Koneko et Ravel, l'exclamation de Ria a pris tout le monde par surprise. « Où est passé James » demanda Ria en regardant autour d'elle pour voir où James pouvait bien être. « S'est-il échappé pendant qu'on était distrait » demanda Sona en ajustant ses lunettes. « On dirait bien ça, dit Misor. Je n'arrive pas à croire qu'il ne m'ait pas emmené avec lui. »« Pourquoi t'aurait-il prise » demanda Ria en haussant un sourcil.
Il est évident qu'il m'aurait accepté. Cette déclaration a semé la confusion parmi les filles quant à savoir qui James avait emmené avec lui, et s'il avait même emmené quelqu'un. Cependant, aucune des plus jeunes ne s'est rendu compte que James avait emmené quelqu'un. Du moins, elles ne s'en sont rendues compte que lorsqu'on le leur a fait remarquer. On dirait que Maître Scatash est parti, dit Janké. On dirait que tu es libre pour la nuit, idiot. Attends, tu comptais que ça commence ce soir, demanda Yuzuki, incrédule. Qu'est-ce que tu fous, vieille sorcière? Penses-tu que tu deviendras assez fort pour survivre au tournoi d'arts martiaux sombres si tu te détends, demanda Janké en regardant Yuzuki d'un air sévère. Non, bien sûr que non, dit Yuzuki avec indignation. Mais je pense que je mérite au moins un peu de repos ce soir. On a couru jusqu'ici. En entendant la conversation de Janké et Yuzuki, les filles cessèrent de se disputer. Elles se mirent alors à la recherche de Scatash. Ne la trouvant pas, leur rage redoubla. Alors il a emmené Maître Scatash, dit Sona. Pourquoi ne m'a-t-il pas emmené, moi, sa petite amie? Tu dis ça comme si tu étais sa seule fiancée, dit Ria, les joues gonflées. Est-ce que l'un d'entre vous s'y connaît en épée, demanda Flora en souriant. Qu'est-ce que les épées ont à voir là-dedans, demanda Akeno, la voix confuse. As-tu vraiment oublié pourquoi il a dit qu'il devait y aller, demanda Flora, l'air incrédule. Ria, Sona, Akeno, Mizore et Shion commencèrent à réfléchir après la question de Flora. Pendant ce temps, Moka, Flora, Shuna et Mio les regardaient d'un air absent. PFF. Je m'attendais à ça de la part de Ria et Shion, dit Flora d'un ton déçu. Je veux dire, ils ont tous les deux plus de 5 de bon sens. Et, s'exclamèrent Ria et Shion à l'unisson. Mais Sona, Akeno et Mizore, comment avez-vous pu oublier, demanda Flora. Je me suis laissé emporter par le moment, dit Sona, l'air embarrassé. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Mais quand Kalua a serré James dans ses bras, je me suis senti impliqué, a admis Mizore avec un sourire gêné. Cela vous ressemble tellement tous les deux, je ne sais pas quoi dire, dit Moka en secouant la tête. Et toi, Akeno Sanpé, demanda Shuna. Je me suis impliqué dans la situation plutôt parce que voir le visage inquiet de James lorsque Kalua l'a serré dans ses bras pour la première fois m'a excité, a déclaré Akeno avec un léger rougissement sur son visage. Soupir. C'est tout à fait elle aussi, dit Mio. Au fait, où est passé James, demanda Ria avec impatience. Comme il l'a dit, il est probablement allé chercher ses nouvelles épées, dit Flora en souriant. Il a dit qu'elle devrait être prête bientôt, juste avant que Kalua ne le serre dans ses bras. Mais pourquoi a-t-il emmené Maître Scatash avec lui, demanda Shion en faisant la moue. Il voulait l'accompagner. En fait, je connais la réponse à cette question. Cu Chulin interrompit la discussion des filles. Eh bien, dépêche-toi et reprends-toi, Cu, dit Mizore d'un ton aussi impatient que celui de Ria. Même irrité par le nom que Mizore lui avait donné, Cu Chulin décida que cela ne valait pas la peine de faire attendre tout le monde. Il poursuivit donc sa route, faisant de son mieux pour ignorer le mot d'ordre de Mizore. Le maître a donné au forgeron un morceau de la bête marine qu'elle avait forgée pour moi, ainsi que toutes ses lances, comme matière première, expliqua Cu Chulin. Je suis donc sûr qu'elle tenait autant, sinon plus, que James à voir le produit final. C'est logique, dit Sona en hochant la tête. De plus, cela signifie qu'il n'a pas choisi Maître Scatash parce qu'elle est sa préférée, a déclaré Mizore avec un sourire. En entendant cela, tout le monde secoua la tête en direction de Mizore et la regarda avec pitié. Pourquoi me regardes-tu comme ça, demanda Mizore après avoir vu les regards compatissants dirigés vers elle. Quoi qu'il en soit, je suppose que nous pouvons simplement attendre, a déclaré Shuna. Ouais, ajouta Moka. Mais je parie qu'il combattra Scatash à leur retour. Oui, il voudra essayer ses nouvelles épées, dit Dante. Et c'est un combat que je veux absolument voir. Bien qu'il n'ait pas encore beaucoup parlé, Yuto et Tsubasa, qui étaient également des utilisateurs d'épées, hochèrent la tête à ce que Dante avait à dire. Bon, on n'aura probablement pas à attendre longtemps, dit Léona. Puis elle pointa une manette vers la console sur laquelle elles avaient joué plus tôt dans la journée. Alors, quelqu'un veut jouer à Dead or Alive? Non. Après avoir entendu cette voix, tout le monde s'est tourné vers elle et a été surpris de voir que c'était Janké. Quoi, demanda Janké, l'air inchangé. Quand on vit isolé sur une montagne pendant 50 ans, on finit par trouver des passe-temps qui nous empêchent de devenir fous. Chapitre 219, Nouveaux développements et nouvelles épées. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Peu après que les habitants du domaine d'Alavru, dans le monde des humains, eurent remarqué le départ de James et Scatash, Greffia parvint à téléporter Ravel aux enfers. Après leur apparition devant la salle de réunion des 4 grands satans, Greffia frappa poliment à la porte. « Excusez-moi, j'ai amené Dame Ravel Phénex », dit Greffia sur son ton habituel, annonçant sa présence et celle de Ravel. « Entrez, s'il vous plaît », répondit Sirzek. Un instant plus tard, Greffia ouvrit la porte. Puis, se tournant sur le côté, elle fit signe à Ravel d'entrer. Nerveux, Ravel prit une profonde inspiration. Un instant plus tard, elle entra dans la pièce avec toute l'assurance dont elle était capable. Certes, son apparence manquait d'assurance. C'était sa première rencontre avec les satans, les séraphins et les anges déchus au niveau cadre, et ce, dans le cadre d'une fonction officielle.
Naturellement, les chefs des factions respectives, à savoir Sirzek, Ajuka, Sorafal, Falbium, Michael, Gabriel, Chamazé, Barakiel et Azazel, remarquèrent l'expression nerveuse de Ravel. Et, pas besoin d'être nerveux, dit Azazel avec son sourire habituel. On t'a fait venir pour une bonne raison. Alors autant essayer de sourire. Soupir. Si tu veux réconforter quelqu'un, Azazel, tu devrais te débarrasser de ce sourire malicieux que tu arbores toujours, dit Sirzek en secouant la tête. Oh, devrais-je utiliser le même sourire ridicule et affectueux que tu utilises quand tu parles de Ria, demanda Azazel, son sourire malicieux se transformant en un sourire narquois. Ce commentaire poussa Sirzek et Azazel à se disputer comme de vieux amis. Naturellement, cela laissa Ravel perplexe. Elle était également perplexe quant au fait que Greffia n'avait pas pris sa position habituelle derrière Sirzek. Cependant, elle n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage. Ravel-chan, il n'est pas nécessaire de prêter attention aux arguments de ces enfants puérils, a déclaré Sorafal. Et, tu n'as pas le droit de traiter qui que ce soit d'enfant, crièrent Sirzek et Azazel, mettant fin à leur dispute pour protester contre les propos de Sorafal. Tu insinues que moi, Leviathan, je suis puéril, demanda Sorafal en adoptant la pose emblématique de Sailor Moon. Au nom de Satan, je vais te punir. Naturellement, les frasques de Sorafal semèrent le chaos dans la salle de réunion. Cela, bien sûr, laissa Ravel encore plus perplexe. Le bon côté des choses, cependant, était que la nervosité de Ravel avait presque disparu grâce à la démonstration ridicule qu'elle avait vue juste après son arrivée. Même si vous vous amusez bien tous les trois, nous avons invité Mademoiselle Phénix et son père pour un événement important, dit Michael de son ton aimable et enjoué habituel. On devrait peut-être leur expliquer pourquoi ils sont là. À cet instant, Ravel réalisa que son père, le seigneur Phénix, était également présent. Nerveuse, elle ne réalisa pas qu'il était resté à ses côtés tout le temps qu'elle était entrée dans la pièce. Papa, je suis désolé de ne pas t'avoir dit bonjour plus tôt, dit Ravel en courant pour saluer son père. Ne t'inquiète pas, Ravel, dit le seigneur Phénix, rejetant ses excuses. Je comprends ce que tu as ressenti. Bref, comme Michael l'a dit, il est temps de se mettre au travail, dit Azazel, effaçant le sourire qui ornait habituellement son visage. Plus tôt dans la journée, j'ai terminé toutes les expériences que j'ai jugées nécessaires sur le garçon qui manie Annihilation Maker. Azazel expliqua alors ce qu'il avait découvert. Il évoqua également le passé du garçon, d'après ce qu'il avait pu reconstituer à partir des souvenirs fragmentés de Léonard. Donc, en gros, le garçon n'a plus beaucoup de temps à vivre, dit Azazel, terminant son explication. C'est dommage qu'un enfant de son âge doive traverser une telle épreuve, dit Michael d'un ton compatissant. Puisque tu nous as réunis, je suppose que tu as eu pitié du garçon aussi. Quelque chose comme ça, dit Azazel en haussant les épaules. Et je suppose que tu suggères qu'il se réincarne en démon ou en ange, demanda Ajuka, le prochain à tenter de deviner les intentions d'Azazel. Plus précisément, tu souhaites qu'il se réincarne en démon, sous les ordres de Ravel, n'est-ce pas? Le titre de démon le plus intelligent des enfers n'est pas vain pour toi, hein, dit Azazel en souriant. C'est vrai. J'ai l'impression que transformer ce garçon en démon serait plus efficace que de le transformer en ange. Avec son état d'esprit actuel, il ne lui faudrait probablement pas longtemps pour tomber, et je ne m'en plaindrais pas. Soupir. Même si je préférerais que le créateur de l'annihilation soit sous la surveillance des cieux, je suis d'accord avec ton analyse, Azazel, dit Michael en hochant la tête. De plus, il vivra avec James et Scatash, dit Azazel en souriant. D'après les rapports que j'ai reçus, cet enfant a depuis longtemps un effet positif sur les personnes souffrant de troubles mentaux. Et avec Scatash à ses côtés, il bénéficiera de la meilleure formation possible. Tous les présents, à l'exception de Falbium, qui s'était endormi à un moment donné, étaient d'accord avec la déclaration d'Azazel. Même si elle est à moitié démon, ses actions pour aider les nécessiteux sont sacrées, dit Gabriel avec un sourire innocent. Et Sambonzakura est très belle. Je veux la revoir. À la dernière remarque de Gabriel, l'assistance ne put qu'esquisser un sourire ironique face à son innocence. Ils poursuivirent ensuite leur discussion sur la possibilité d'une réincarnation de Léonard. Pendant ce temps, Ravel restait bouche bée. Elle n'aurait jamais imaginé avoir l'occasion d'ajouter un équipement sacré aussi puissant à sa noblesse. Avec ça, je pourrais aider James, pensa Ravel, le visage raffermi et les poings serrés. Il a tant fait pour moi depuis mon arrivée dans le monde des humains. Je pourrais lui rendre l'appareil. Alors, je pourrais peut-être t'inviter à sortir. Tandis que Ravel continuait à réfléchir, son visage devint de plus en plus rouge. Heureusement pour elle, personne ne lui prêtait attention, tous étant occupés à discuter des conséquences de la transformation de Léonard en démon. Pendant ce temps, presque au même moment où Ravel entrait dans la salle de réunion avec Greffia, James et Scatash arrivaient devant la forge de Muramasa. PFFF. Ça ne fait que 3 semaines que je suis revenu, dit James en regardant l'enseigne. Alors pourquoi ai-je l'impression que ça fait une éternité? C'est tout naturel, répondit Scatash à côté de James. Un guerrier voudra toujours manier une arme qui lui convient. Et tu ne fais pas l'exception. Tu as probablement raison, dit James en haussant les épaules. J'ai l'impression que mes épées risquent de se briser depuis que tu as retiré les sceaux de suppression cet été. Je l'ai bien vu, répondit Scatash. Honnêtement, je suis assez surpris que tu aies réussi à me vaincre avec ces épées.
Honnêtement, je crois que j'ai eu de la chance, dit James avec un sourire ironique. Si je n'avais pas utilisé Shukai, Akuteken, aucune de mes épées n'aurait pu résister à la pression que je leur aurais infligée pour cette attaque finale. Pourtant, j'avais l'impression que Shiryu Sakura allait se briser, et elle était déjà en 1000 morceaux. Ne te sous-estime pas, mon disciple, dit Skatash avec un doux sourire. C'est grâce à ta force et à ton habileté que tu as pu me vaincre. Et si tu ne l'avais pas fait, je serais toujours lié au pays des ombres. Alors, s'il te plaît, sois fier de ton exploit. En entendant cela et en voyant le sourire aimable de Skatash, James détourna la tête avec embarras. Quoi qu'il en soit, entrons, dit James, une tentative évidente de changer de sujet. Le sourire de Skatash s'adoucit encore en observant la réaction de James. Cependant, elle n'avait plus l'intention d'embarrasser son homme en public. Alors, au lieu de continuer à discuter, elle suivit James lorsqu'il ouvrit la porte du magasin. Sonne, sonne. Quand James ouvrit la porte, la cloche suspendue au-dessus sonna comme d'habitude. À sa grande surprise, Muramasa était assis devant le magasin. Alors, te voilà, dit Muramasa en souriant. Je savais que tu serais bientôt là, mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. Bien sûr, répondit James avec un sourire. Mais je ne m'attendais pas à te voir devant le magasin. Ah ah ah. Muramasa rit de bon cœur. Je suppose que je suis plus que satisfait de mon travail cette fois-ci. Et j'avais hâte de voir ce que vous penseriez de vos nouveaux partenaires. L'excitation de James augmenta encore plus, si c'était possible, après avoir entendu le ton excité de Muramasa. Eh bien, voyons-les alors, dit James d'un ton impatient. Sans perdre de temps, Muramasa passa la main sous le comptoir et en sortit 2 katanas gainés. Il les posa ensuite sur le comptoir devant lui. Sans perdre de temps, James s'approcha du comptoir et en prit un. Tout en le tenant, avant de le dégainer, il regarda le katana qu'il tenait dans ses mains, ainsi que celui qui était encore sur le comptoir. Il tenait un katana avec un fourreau rouge, une garde en forme de pétales de fleurs de cerisier et une poignée enveloppée de tissu noir. Près de l'ouverture du fourreau se trouvait un anneau de pétales de fleurs de cerisier finement sculpté. Sur le comptoir, le katana avait une apparence similaire, avec des couleurs inversées, un fourreau noir avec une poignée rouge. Les fleurs de cerisier gravées sur la poignée étaient identiques. Oh, celui-ci est beaucoup plus lourd que ceux que j'utilise actuellement, songea James en inspectant l'apparence gainée de l'épée qu'il tenait. Bien sûr, répondit Muramasa. Les matériaux que vous m'avez apportés étaient bien plus denses que les métaux que j'ai utilisés pour vos épées originales. Je suppose que c'est logique, répondit James en posant la première épée sur le comptoir et en prenant la seconde. Au moins, elles pèsent le même poids. Ne parlez pas comme si j'étais un amateur, s'exclama Muramasa, indigné. Je fais ça depuis des années. Je connais mon boulot, et je le connais bien. Calme-toi, mon vieux, dit James en souriant. Je réfléchissais à voix haute. Hein? Muramasa renifla avec irritation. Pourquoi ne pas te dépêcher de vérifier les lames? Ensuite, sors de ma boutique. Je crois que j'ai touché un point sensible, dit James en haussant les épaules. Cependant, comme Muramasa l'avait dit, James ne perdit pas de temps à dégainer l'épée qu'il tenait. Ce faisant, il vit une lame noire au tranchant rouge. Il sentait une force destructrice s'en dégager, et même à l'œil nu, il pouvait voir à quel point la lame était tranchante. Cela a été créé en reforgeant et en combinant les épées démoniaques Notung et Tirfing, dit Muramasa, commençant à expliquer l'épée que James examinait. Combiner leurs capacités a été la partie la plus difficile pour forger cette beauté. Cependant, l'épée n'a plus la capacité de projeter une aura destructrice, comme Tirfing. Au lieu de cela, l'accent est mis sur le tranchant de la lame, qui maintient le tranchant de Notung. Oh. Merde. Dit James distraitement en écoutant l'explication de Muramasa. Donc, en théorie, tant qu'on y injecte suffisamment d'énergie démoniaque, on devrait pouvoir tout couper, dit Muramasa en terminant son explication. Mais il faut être prudent, plus la chose à couper est puissante, plus elle nécessitera d'énergie démoniaque. Et la consommation d'énergie est exponentielle, et non multiplicative. Je garderai ça à l'esprit, dit James en rengainant son épée et en matérialisant sa ceinture sur ses hanches. Après avoir placé la nouvelle épée dans sa ceinture, James prit l'autre épée. Puis, il la dégaina lentement. Et comme il s'y attendait, la lame était rouge cramoisie avec un tranchant noir. Celle-ci est également spéciale, dit Muramasa, commençant son explication de la seconde épée. Il semble que la bête marine que Maître Skatash m'a léguée possède le pouvoir d'influencer la causalité. J'ai essayé de conserver ce pouvoir en forgeant l'épée, et j'ai réussi. James pouvait voir la fierté de Muramasa après avoir annoncé que cette arme avait la capacité d'affecter la causalité. Cependant, comme tu possèdes l'autre épée, j'ai essayé d'orienter cette compétence vers une approche plus défensive, poursuivit Muramasa. Ainsi, lorsque tu actives la compétence d'épée, elle affecte la causalité de telle sorte que tu pourras toujours te défendre contre une attaque. Cependant, comme pour l'autre épée, la consommation d'énergie démoniaque augmente de façon exponentielle avec la puissance de l'attaque. C'est noté, répondit James en rengainant son épée et en la plaçant dans sa ceinture. Alors, avez-vous déjà choisi des noms? Demanda Skatash. Oui, répondit James avec un sourire. Puis il posa la main sur l'épée façonnée à partir de la bête marine. Ceci sera connu sous le nom de sixième sens. Puisqu'il peut se défendre automatiquement, le nom lui va bien. Skatash hocha la tête en répondant.
Et l'autre? Ce sera, dit James en se déplaçant pour saisir l'autre point. Un carnage. Chapitre 220, le rendez-vous a été interrompu. Monde humain, Japon, Kuo. Cela fait une semaine que les membres du pacte se sont réunis pour la première fois. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Bien que Ravel ait été chargée d'ajouter Leonardo, le détenteur du créateur de l'annihilation, à sa noblesse, elle ne l'a toujours pas réincarné. La raison? Son équilibre mental est déplorable. À cause du lavage de cerveau et des tortures, son esprit était trop brisé. Leonardo était donc toujours sous la garde de Grigori, suivant une rééducation mentale intensive. James, quant à lui, participa à des séances d'entraînement intenses avec Skatash pour s'habituer au nouveau poids d'épée reçu de Muramasa. De plus, durant cette semaine, Irene enseigna à James et Dreg les bases de la magie du chasseur de dragons. À leur grande surprise, ils s'y habituèrent comme des petits fous. En seulement 2 jours, James devint le tout premier chasseur de dragons de l'enfer. Comme Ynir, Feu le roi dragon de feu, Dreg était à l'origine spécialisé dans les attaques de feu. Cependant, les flammes de Dreg étaient plus brûlantes et plus destructrices que celles d'Ynir. Irene pensa donc qu'il était plus approprié d'appeler James chasseur de dragons de l'enfer plutôt que chasseur de dragons de feu. Le point brûlant du dragon de l'enfer, cria James tandis qu'un cercle magique apparaissait autour de son poing droit. James frappa alors du poing un mannequin d'entraînement renforcé par magie. Cependant, les renforts magiques ne purent empêcher les flammes destructrices de réduire le poing de James en cendres. Malgré cela, James continua d'attaquer les mannequins d'entraînement qui l'entouraient. Griffe du dragon infernal, cria James en lançant un coup de pied circulaire, les mêmes flammes destructrices recouvrant son pied, vers la marionnette la plus proche. Puis, il se tenait en équilibre sur ses 2 mains immédiatement après. Une fois de plus, il se couvrit les pieds de flammes, puis pivota, pieds écartés. Fouet de queue du dragon infernal. Tandis que James enchaînait les mouvements de sa compétence, chasseur de dragons, Skatash, Irene, Janké et Yuzuk observaient. Tandis que Skatash affichait une expression qui disait « Comme on s'y attend de la part de mon disciple », Irene affichait une expression étonnée, tandis que Janké regardait en fronçant les sourcils tout en jetant de temps en temps un coup d'œil à son propre disciple. « Ce gamin est un monstre », pensa Irene. « Ça ne fait qu'une semaine. » Non, 6 jours que je t'ai enseigné la magie du chasseur de dragons. Et il ne lui a fallu que 2 jours pour apprendre à transformer son apparence de dragon en flamme de Dreg et à les intégrer à son pouvoir démoniaque. Et je pensais que mes 5 années à faire pareil méritaient le qualificatif de génie. Suis-je vraiment moyenne? Alors qu'Irene traversait une crise existentielle, Janké était également perdu dans ses propres pensées. Ce gamin, James, pourquoi cet idiot à côté de moi ne peut-il pas travailler la moitié de son temps? Non, même pas un quart, pensa Janké en fronçant à nouveau les sourcils. S'il faisait ça, je n'aurais pas à m'inquiéter autant pour lui. Au moins, Maître Skatash ne tolère pas tes bêtises. De toute façon, s'il ne se lève pas la tête, Toguro le tuera. Contrairement à Janké, Yuzuk regarda l'écran de James sous le choc. Il n'a vraiment que 3 ans de plus que moi, pensa Yuzuk. Comment est-il si fort? J'ai vu ton combat avec ce type qui semblait avoir des émotions contradictoires. Tu es tellement doué au combat, comment est-ce possible? Skatash jeta un coup d'œil à Yuzuk tandis qu'il réfléchissait. Elle comprit immédiatement ce qui lui passait par la tête. Comme toi, Urameshi Yuzuk, James est né avec un talent de combattant exceptionnel, dit calmement Skatash en regardant James. Cependant, contrairement à toi, il n'a jamais pensé que son talent était suffisant. Au contraire, il a fait de son mieux. Voyant qu'elle avait non seulement l'attention de Yuzuk, mais aussi celle d'Irene et de Janké, Skatash continua. C'est vrai que tu n'as entendu parler du monde surnaturel que récemment, dit Skatash. Mais même si tu ignorais tout du surnaturel, tu aurais peut-être essayé d'améliorer tes compétences au combat. Au lieu de cela, tu te contentais de combattre contre ceux qui te semblaient clairement inférieurs. James, quant à lui, cherchait des moyens d'améliorer tes compétences au combat en suivant des instructeurs et en affrontant des adversaires puissants. Pour la première fois, Yuzuk s'arrêta pour réfléchir à ce qu'on lui avait dit sur la pratique de ses talents. N'ayant jamais vu de modèle dans sa tranche d'âge, il ne considérait jamais comme important ce que les adultes autour de lui disaient. PFF. C'est dommage que le gamin Kuwabara n'ait pas été assez fort pour que cet idiot le prenne au sérieux, se lamenta Janké. Sinon, à mon âge, je n'aurais pas à m'inquiéter de ces conneries. Tandis que les observateurs discutaient entre eux ou étaient perdus dans leurs pensées, James termina enfin son entraînement au mouvement. Puis, après avoir pris une grande inspiration pour se calmer, James regarda les 4 spectateurs avec un sourire. Maître, c'est tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Demanda James en se dirigeant vers un banc près de l'ancien cercle des mannequins d'entraînement. Exact. Skatash hocha la tête. Pour le reste de la journée, j'assisterai Maître Janké dans l'entraînement de son disciple. Bien que Yuzuk se soit entraîné avec le groupe, il ne s'était jamais entraîné seul avec Skatash jusqu'à présent. Rien que d'y penser, il frissonnait. Merde, pensa Yuzuk, paniqué. Est-ce aujourd'hui que je vais mourir, encore? Super. Alors je vais me laver, répondit James avec un sourire encore plus grand. Après tout, j'ai rendez-vous cet après-midi. Sur ce, James courut vers l'ascenseur. Au même moment, Skatash le regarda partir avec un sourire affectueux.
Pendant ce temps, Shuna, la petite amie de James, était dans sa chambre, entourée de plusieurs piles de vêtements, dont la plupart lui appartenaient. Cependant, à cet instant précis, elle paniquait. « Que dois-je faire ? Que dois-je faire ?» demanda Shuna, affolée, en parcourant les piles de vêtements. « J'ai hésité toute la matinée. Si je ne me dépêche pas, je serai en retard à mon rendez-vous avec James-sama. » À ces mots, Shuna rougit et esquissa un sourire niais. Cependant, elle revint vite à l'instant présent. « Tu n'as pas le temps de rêvasser » se réprimanda Shuna. « Je refuse d'être en retard à mon premier rendez-vous. » Alors, Shuna a continué à examiner toutes ses options vestimentaires pendant que James nettoyait après l'entraînement. 1h30 plus tard, James attendait devant la fontaine du parc. Il attendait déjà depuis 45 minutes. Et le rendez-vous avec Shuna était déjà passé depuis une demi-heure. PFF. À ce stade, je ne suis plus surpris, dit James en rangeant son smartphone dans sa poche. À part Sona, toutes les autres filles sont en retard à nos rendez-vous. Même maître. Désolé. Désolé, cria Shuna en s'approchant de la fontaine, dans un sprint mortel selon les normes humaines. Voyant Shuna s'approcher avec frénésie, James afficha un sourire radieux. Bien que son retard ne le dérangeât pas outre mesure, il comprit, dès qu'il la vit, pourquoi. En bref, elle était magnifique. Elle portait un pull à col roulé noir brodé de flocons de neige rose assortis à sa couleur de cheveux, un jean bleu foncé, des bottes noires à talons hauts, par-dessus le tout, un manteau gris foncé qui lui arrivait aux cuisses. « Waouh !» dit James, la bouche légèrement ouverte. « Tu es superbe, Shuna. » Souriant timidement et rougissant, Shuna se retrouva plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des semaines après que James ait accepté de l'inviter à un rendez-vous. « Même si j'étais en retard, ça valait le coup », s'exclama intérieurement Shuna. « B. Bref, tu as fini l'entraînement, n'est-ce pas ?» demanda Shuna, essayant de détourner l'attention de son sourire manifestement niais. « Ça veut dire que tu n'as pas encore mangé ?»« Ouais, je n'ai pas mangé depuis le petit déjeuner », répondit James. « Alors, pourquoi ne pas aller manger quelque chose d'abord ?» dit Shuna en attrapant James par la main et en l'entraînant vers un restaurant voisin. « J'ai entendu dire que cet endroit proposait une excellente cuisine indienne. » Souriant devant l'enthousiasme de Shuna, James se laissa conduire dans le restaurant. Après quelques minutes, ils s'étaient assis. Environ 40 minutes plus tard, ils avaient fini de manger et James avait réglé l'addition. Puis ils quittèrent le restaurant. « Tu avais raison, Shuna », dit James en se frottant le ventre en sortant du restaurant avec Shuna. « C'était vraiment bon. »« Vraiment », répondit Shuna avec un sourire. « Je reviendrai, c'est sûr. »« Alors je le ferai, » dit James. James et Shuna marchèrent et discutèrent jusqu'à leur prochaine destination, un magasin de tissus. Sachant que Shuna aimait créer des vêtements, James envisagea de créer une entreprise avec elle. Cependant, jusqu'à présent, il n'avait jamais travaillé avec elle sur un projet vestimentaire. Et même s'il n'avait pas l'intention de parler affaires lors de ce rendez-vous, James voulait montrer son intérêt pour quelque chose qu'elle aimait. Bien que son talent pour la création vestimentaire fût inexistant, elle avait un sens du style assez développé, et ses idées pourraient lui être utiles lorsque Shuna commencera son processus de création. Ses sourires sont toujours beaux, mais quand elle parle de vêtements, son sourire et ses yeux brillent comme je ne l'ai jamais vu auparavant, pensa James en continuant à parler de la création de vêtements et de la combinaison de couleurs, de textures et de motifs avec Shuna. Pendant les 2h30 qui suivirent, James et Shuna comparèrent et évaluèrent les matériaux de la tente. Après cela, James emmena Shuna se promener en ville, juste pour discuter et profiter de leur compagnie. Le soleil commença à se coucher. Début décembre, les journées étaient naturellement courtes. Dès que le couple a décidé qu'il était temps de rentrer à la maison, James a tourné la tête dans une certaine direction avec une expression solennelle sur son visage. « James-sama, tout va bien ?» demanda Shuna après avoir constaté le changement d'expression de James. « Shuna, tu dois rentrer seule » dit James d'un ton solennel. « Dis à maître de veiller à la sécurité de tous les occupants du manoir. »« Hein » s'exclama Shuna, confuse. « Pas le temps d'expliquer » dit James d'un ton plus sévère. « Retourne simplement et dis au maître ce que j'ai dit. » « Ok » dit Shuna, visiblement réticente à laisser James seul. « Fais attention. » Puis, Shuna s'avança, posa ses mains sur la poitrine de James, se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue. Puis, le visage rouge, elle se retourna et courut vers le manoir. C'était sympa. Drake parla depuis l'intérieur de James. « Extrêmement » répondit James avec un sourire. « Bref, c'est une aura de dragon, non ?»« Oui » répondit Drake. « Et ça me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à le situer. » Drake, tu dois me donner plus de matière à réflexion, dit James en secouant la tête. Mais bon, peu importe qui c'est. En embêtant mon rencard, j'ai l'impression de tuer un petit dragon. Votre rendez-vous est terminé, a noté Drake. Et c'est pour ça que tu es resté célibataire jusqu'au jour de ta mort, dit James d'un air suffisant. Qu'est-ce que cela a à voir avec ça, demanda Drake avec irritation, ressentant le besoin de frapper James à la tête comme Léona le fait quand il jure. Tu devrais le savoir, pour plus tard, répondit James sur le même ton suffisant. Le rendez-vous ne sera pas terminé tant qu'elle ne sera pas rentrée, souviens-toi. Durant ce bref combat, James traversa la ville à toute vitesse grâce à son pas éclair. Enfin,
Lorsqu'il atteignit les abords, James put apercevoir la source de l'aura draconique gigantesque. Un homme grand et beau, aux cheveux noirs et dorés, aux oreilles pointues et aux yeux hétérochromatiques, marchait tranquillement vers Kuo. Son œil droit brillait comme de l'or, tandis que son œil gauche était noir comme la nuit. Alors maintenant qu'on est plus près, tu es toujours dans le vide, Dreg, demanda James en croisant le regard de l'homme qui approchait. Désolé, partenaire, répondit Dreg. Ça fait longtemps, je ne m'en souviens plus. Eh bien, je vais vous poser la question. James haussa les épaules. Vous approchez du territoire des maisons Gremory et Citri. Veuillez indiquer votre nom et votre affiliation, sinon je serai obligé de supposer que vous êtes hostile. Ça pourrait être amusant, dit le grand homme en souriant. Mais ça ne me dérange pas d'être là. Ça rendra le prochain combat encore plus amusant. Un dragon accro au combat, gémit James. On dirait qu'un combat est inévitable. Vous seriez surpris du nombre de dragons comme celui-ci, a déclaré Dreg. Non, je ne ferai pas ça, répondit James. Les dragons se soucient de leur trésor et ou de prouver qu'ils sont les plus forts. Ceux comme Skiadrom font exception à la règle. Non. Je ne peux pas le nier, dit Dreg d'un ton résigné. Tu as fini de parler à Dreg, demanda le grand homme. Plus ou moins, répondit James en haussant les épaules. Ce faisant, la ceinture d'épée apparut autour de sa taille, avec sixième sens et carnage attaché. Tu sembles savoir qui je suis, mais Dreg ne semble pas se souvenir de toi. Ça ne me surprend pas, dit le grand homme en haussant les épaules. Quand le dragon de domination est tombé, je n'étais pas assez fort pour attirer son attention. Maintenant, cependant, j'ai enfin atteint le même niveau que les dragons célestes jumeaux. Hug. Un dragon super fort et accro au combat, murmura James pour lui-même. Dreg, tu te souviens peut-être de ce nom. Je suis connu sous le nom de dragon du croissant rouge, Chrome Cruach, dit Chrome Cruach d'un ton puissant. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.